Bonjour Internet, je vous propose de découvrir avec moi la vie et l'œuvre d'un dessinateur, d'un peintre, d'un conteur d'histoire qui a réussi l'exploit d'être à la fois une légende des comics Marvel, dont les œuvres sont reconnues par les fans de super-héros du monde entier, et un artiste indépendant, acclamé par les critiques et récompensé par une foultitude de prix amplement mérités pour l'ensemble de ses travaux. Je suis Kenny Nodens et voici une exploration non exhaustive de l'œuvre de Barry Windsor Smith. Et exceptionnellement, je ne vais pas la faire dans l'ordre chronologique, cette exploration, puisque je vais commencer par une BD qui fut un choc esthétique pour l'ado boutonneux et lecteur de Speedy, Strange et Special Strange que j'étais à l'époque, et qui fut également ma première rencontre avec ce dessinateur incroyable. Voici Les Clous Rouges. J'ai découvert cette BD à l'époque où je fouinais chez les bouquinistes pour compléter ma collection de Special Strange, probablement au milieu ou à la fin des années 80. Le dessin de couverture m'avait certainement interpellé par la pose du personnage très badass, le niveau de détail impressionnant, l'effet de transparence de l'eau sur les pieds et les différents objets. J'étais fasciné par ce degré de maîtrise sur un dessin de comics. Je crois que j'avais dû voir le film Conan le Barbare sûrement en VHS et je ne connaissais pas les romans de Robert E. Howard. Je pensais que c'était une histoire inédite tirée du film. J'étais jeune et inculte, et en feuilletant le contenu, j'ai pris une seconde claque. Le style de Barry Windsor Smith dans cette histoire ne ressemblait à rien de ce que j'avais lu dans mes comics de super-héros. C'était sombre, sanglant, parfois troublant ou dérangeant, et les personnages étaient superbes, gracieux et dynamiques. Cette première scène, avec la présentation de Valeria et Conan, leur relation tout en subtilité et leur affrontement contre le dragon dinosaure m'avaient conquis d'emblée. Mais laissez-moi vous présenter l'artiste. Barry Windsor Smith est un dessinateur anglais né le 25 mai 1949 à Forest Gate, dans la banlieue de Londres. Il commence sa carrière à la fin des années 60 en faisant des illustrations pour les magazines fantastiques et terrifiques, réimprimant les comics Marvel en Angleterre. Ces illustrations, appelées Powerhouse Pin-Up, reprenait les principaux super-héros de la Maison des Idées dans un style très inspiré de Jack Kirby. Fan du travail du King Kirby, il envoie ses dessins directement au bureau de la Marvel à New York et reçoit un gentil petit mot de remerciement de la part de Stan Lee. Enfin non, son assistante. Et là, le bon Barry s'enflamme. Avez-vous envoyé votre travail à Marvel par courrier ou vous vous êtes pointé directement devant leur porte? Les deux. J'ai d'abord envoyé mon travail, et uniquement motivé par une gentille note renvoyée par Linda Fight, l'assistante de Stan, mon pote et moi étions sur le seuil de Marvel en un clin d'œil. C'était pendant l'été 1968. Bref, pour la faire courte, Stan Lee, impressionné par cet imitateur de Jack Kirby, lui confie son premier boulot, la couverture et les pages de X-Men numéro 53 de février 1969, sous le nom de Barry Smith. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Il retourne en Angleterre et travaille régulièrement sur quelques numéros de Daredevil et Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Il réalise les numéros 66 et 67 des Avengers, scénarisés par Roy Thomas, des épisodes qui voient la première apparition de l'adamantium, ce métal indestructible dans l'univers Marvel. Roy Thomas, donc, grand fan du personnage de Robert E. Howard, pense à Barry pour réaliser les dessins de l'adaptation de Conan que Marvel s'apprête à sortir dans le courant de l'année 1970. En octobre de cette même année, le numéro 1 de Conan the Barbarian sort dans les kiosques, avec Barry Smith au dessin, encore un peu rigide et toujours sous influence du grand Jack Kirby. Mais son talent s'affirme et se transforme tout au long du run de cette série. Il en dessine 21 épisodes sur les 24 premiers d'octobre 1970 à mars 1973, et sur les autres comics qu'il produit pour Marvel en même temps. Il peaufine son style qui va le rendre célèbre, et c'est là que nous arrivons à cette adaptation des Clous Rouges en octobre 1973, au moment où son style parvient à maturité. Les Clous Rouges, ou Red Nails en anglais, est une adaptation de la nouvelle du même nom par Robert E. Howard. Il s'agit en fait de la dernière aventure de Conan le Barbare, puisque Howard se donne la mort en juin 1936, un mois avant la publication en feuilleton dans le magazine Weird Tales. N'étant pas un connaisseur éclairé de l'œuvre de Howard, je vais passer brièvement sur cet auteur, et je suis sûr qu'il y a d'autres sources plus pertinentes pour trouver de quoi satisfaire votre curiosité. L'histoire se déroule dans l'âge iborien, une période fictive de l'humanité dans laquelle nous suivons les aventures de Valeria, une guerrière, et de Conan, un barbare, qui devient à la fois un compagnon de route et un amant. Ils sont attaqués par un dragon dinosaure qui dévore leurs chevaux. Ils finissent par le tuer, non sans avoir failli être dévorés à leur tour. N'ayant plus de monture, ni de nourriture, et perdus au milieu d'une plaine déserte, ils se dirigent vers le seul élément de civilisation humaine dans ce territoire hostile, une citadelle entourée de murs immenses. Ils s'introduisent dans la citadelle et découvrent une ville déserte, dont les murs sont taillés dans du jade. En explorant les lieux, ils vont rencontrer le roi Olmec et prendre part à un conflit dont les enjeux ne sont pas aussi simples qu'ils paraissent à première vue.
Trahison, sorcellerie, combats sanglants sont au programme. Et lorsqu'un membre du clan rival du roi Olmec est tué, il est représenté par un clou planté dans un des piliers de la citadelle, les fameux clous rouges du titre. Cette édition de Conan les Clous Rouges est un hors-série paru chez Haredi en 1983. Il s'agit d'une traduction du graphic novel Robert E. Howard's Conan the Barbarian, publié chez Marvel Comics en 1983, qui est lui-même une réédition en couleur de l'histoire parue en 2 parties dans le magazine Savage Tales numéro 2 et 3, sorti en 1973, toujours chez Marvel Comics, qui, à l'origine, a été publié en noir et blanc. Format comics, broché, 60 pages, la typo utilisée à l'époque par Haredi est assez immonde, il faut bien l'avouer. Cette BD m'avait tellement marqué que je l'ai non seulement gardée depuis tout ce temps, mais j'en ai même acheté une autre version absolument incroyable que je vais vous présenter maintenant. La gigantesque, gargantuesque, abracadabrantesque artiste édition de Conan Red Nails, publiée par Genesis West Publishing en 2013. C'est une impression luxueuse des planches originales dans leur format 1/1. Un scan magnifique qui permet de voir les coups de crayon, les corrections, les annotations dans les marges des planches non ancrées. Le papier est satiné, dos carré, relié, le tout dans un fourreau. C'est un superbe objet très volumineux et très lourd, mais qui est un must-have pour les fans de Barry Windsor Smith. Enfin, quand on n'a pas les moyens de se payer les planches originales. Cette histoire est marquante à 2 titres pour moi. Elle fut l'une des premières BD qui m'a ouvert à des thèmes plus matures, plus adultes, à des styles plus sophistiqués que les simples comics de super-héros. Mais c'est aussi le début du style tellement remarquable et iconique de Barry Windsor Smith, qui après avoir été un clone de Jack Kirby, trouve enfin sa voix, mélangeant son amour pour les comics Marvel des années 60 et son goût pour les œuvres des grands maîtres de la Renaissance, de Léonard de Vinci à Raphaël, ainsi que les peintres pré-raphaélites. Oui, mon style de dessin changeait tout le temps, à chaque livre. J'avais la vingtaine, et à chaque fois que je posais mon crayon sur le papier, je pensais à des éléments nouveaux. Le sujet pouvait être le même, mais je raisonnais différemment. Nous quittons les contrées sauvages de l'ère hyborienne de Conan et nous nous projetons dans le futur de 2020. Attends, quoi ? Voici maintenant ma seconde rencontre avec ce dessinateur de légende, dont le style m'avait déjà particulièrement bouleversé dans l'album Conan les Clous Rouges chez Haredi, et qui, au détour d'une mini-série Marvel mineure, loin des poids lourds de l'époque, comme Spider-Man ou les X-Men, sortie en France en 1986, a fini d'enfoncer le clou, sans mauvais jeu de mots, pour me faire comprendre que j'assistais à l'avènement d'un artiste majeur de l'industrie des comics américains. Je vous présente à présent le récit complet Marvel Machine Man par Tom DeFalco, Herb Trimpe et Barry Windsor Smith, avec des bouts d'Iron Man dedans. Après avoir squatté les bureaux de Marvel pendant l'été 1968 pour obtenir son premier boulot de dessinateur, Barry Smith est obligé de quitter le territoire américain. Mais il continue, malgré cela, à bosser à distance. J'ai travaillé tout le reste de 1968 sans permis de travail. Le gouvernement n'était pas vraiment d'accord. Ça a pris plusieurs années pour régulariser toute la paperasserie et j'ai pu revenir aux États-Unis en 1971, je crois. Il trouve alors sa place à la Marvel, grâce notamment à son run sur Conan the Barbarian. L'année 1974 marque un tournant dans la vie de Barry Smith. Il obtient le statut de résident américain, il transforme son nom d'artiste en Barry Windsor Smith, en rajoutant Windsor, le nom de jeune fille de sa mère, et décide de quitter une carrière prometteuse dans le monde des comics pour assouvir sa passion des beaux-arts. Inspiré par les peintres pré-raphaélites tels que Edward Burne-Jones et Dante Gabriel Rossetti, influence dont il avait déjà commencé à insuffler certaines de ses histoires, notamment Conan Red Nails, il produit de nombreuses illustrations et peintures qui seront regroupées au sein de The Gorblimé Press, la société qu'il vient de créer. En 1975, toujours épris de liberté, il fonde The Studio à Manhattan avec Jeff Catherine Jones, Michael Kaluta et Bernie Wrightstone, 3 autres dessinateurs désireux de s'affranchir des contraintes commerciales des comic books afin de pouvoir créer des œuvres plus personnelles. Les travaux de ces 4 artistes ont été collectés dans un magnifique bouquin et publié en 1979. Il entame les années 80 en apparaissant dans le film La main du cauchemar, réalisé par Oliver Stone en 1981, dans le rôle de la main du cauchemar, ou plutôt celle de Michael Caine, un dessinateur qui la perd, sa main, dans un accident. On peut donc voir sa main en train d'illustrer une histoire créée spécialement pour le film intitulée Mandro. Oliver Stone, qui est également le scénariste du film Conan le Barbare, réalisé par John Milius, explique le choix de Barry Windsor Smith pour réaliser les dessins dans ce film. J'ai toujours été un fan de son travail. Je pense que je suis tombé amoureux de sa version de Conan avant même d'avoir lu les bouquins de Howard. Il a fait plus pour ce comic que n'importe qui.
Puisque l'illustrateur, dans le film, dessinait un personnage du type de Conan, Barry était le choix logique. Curieusement, Barry est anglais, tout comme Michael, et ils avaient tous les deux les cheveux blonds. Quand ils se sont rencontrés pour la première fois, ils ont découvert qu'ils faisaient tous les deux 1m88 et qu'ils avaient le même humour typique de la banlieue de Londres. Les ressemblances étaient assez incroyables. Pour Barry Windsor Smith, cette aventure cinématographique arrive à un moment de sa vie où il est perdu, fauché, sans revenu fixe, payant son loyer en vendant quelques originaux. La ferveur artistique qui bouillonnait en lui s'est diluée dans les contraintes économiques. Cette expérience agit comme un révélateur, un moment de lucidité dans l'esprit de Barry. Il décide de se remettre à dessiner des comics. La raison pour laquelle je suis retourné vers les comics, c'est à cause de La Main du Cauchemar. Comme beaucoup d'autres dessinateurs, j'ai toujours eu le désir de devenir un réalisateur de films, parce que c'est sacrément plus facile que d'écrire et dessiner des comics, et d'être là, à Hollywood, avec Oliver, et tout ce bazar. Je me suis dit, bon Dieu, c'est encore plus exténuant que Marvel Comics, et je ne pensais pas que ça pouvait arriver. Donc, totale désillusion pour moi. Il reprend contact avec un de ses bons amis à l'époque, où il bossait à Marvel, le dessinateur Herb Trimpe, qui a débuté les comics à la même époque, en 1967-68, et dont l'épouse, Linda Fight, est l'ancienne secrétaire de Stan Lee, qui a reçu ses premiers dessins envoyés par la poste depuis l'Angleterre. Et Trimpe est aussi connu pour avoir dessiné la première apparition de Wolverine dans Hulk numéro 180. Barry revient donc par la petite porte chez Marvel. Il écrit et dessine une histoire quasi muette de 19 pages sur la chose dans Marvel Fanfare numéro 15, sorti en avril 1984, qui n'a jamais été publié en France, à ma connaissance. Barry peine à reprendre ses habitudes de dessinateur de comics et à trouver le bon rythme des cases. Nous sommes alors en 1984 et Herb Trimpe lui propose alors d'ancrer ses pages sur la mini-série Machine Man, qu'il vient juste de commencer à dessiner, afin de se remettre en selle. Ainsi, Barry reprend vite le goût de la narration propre aux comics et finit par s'accaparer la mini-série dès le second numéro, au grand désarroi de Herb Trimpe. Il efface une partie de ses dessins pour les refaire, puis participe au scénario, sans être crédité, et réalise seul les dessins et l'ancrage sur le 4e et le dernier numéro. Et à ce jour, je remercie Herbie pour avoir été si généreux pour tout ça. C'était génial de sa part de me laisser faire. Et d'ailleurs, quand il m'a vu après le premier épisode en train de redessiner complètement ses pages, il était contrarié, j'en suis sûr, le pauvre bougre. J'ai écrit la dernière histoire et je n'ai jamais été crédité ou payé pour ça. J'ai récupéré tous les personnages et contrôlé les histoires dès le numéro 2. Mais c'était l'impulsion qui m'a aidé à reprendre conscience du processus de narration des comics. Machine Man est un personnage de seconde zone créé par Jack Kirby pour Marvel en 1977. Il est né dans les pages du comics 2001 A Space Odyssey, basé sur les concepts du film MGM de Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke. Oui, c'est la croche du comics. Il s'agit d'un robot humanoïde créé dans un laboratoire militaire ultra secret qui finit par développer des sentiments, des émotions et s'échappe pour vivre parmi les humains. Bien évidemment, il est poursuivi par les militaires et doit se battre pour sa liberté. Une série est lancée en 1978 après cette première apparition, intitulé The Machine Man, qui dure 19 épisodes jusqu'à 1981, dessiné par Kirby, puis Steve Ditko à partir du numéro 10. Le personnage de Machine Man fait officiellement son entrée dans l'univers Marvel au numéro 15 en rencontrant les 4 Fantastiques. Cette mini-série de 1984 est la tentative par Marvel de relancer le personnage et de projeter leur univers dans le futur. Oui, parce qu'en 1984, l'année 2020, c'est le futur. Dans ce futur industriel et cyberpunk, très inspiré par Blade Runner, nous faisons la connaissance de la bande des pilleurs du clair de lune, au sommet d'une montagne de détritus et de carcasses métalliques, alors que l'un d'eux vient de trouver un container scellé sur lequel est inscrit en grosses lettres rouges Danger Priority Red. En l'ouvrant, ils vont découvrir les pièces détachées d'un robot humanoïde qui s'avère être en fait, vous l'avez deviné, Machine Man. Malheureusement pour la petite bande des pilleurs, ce container a été jeté par erreur par la firme Banetronics. Il a été déclaré comme périmé, vu qu'il prenait de la poussière dans leur hangar depuis des décennies. Mais l'actionnaire principal, Sunset Baines, qui semble avoir un lien avec ce Machine Man, envoie alors des robots armés pour le récupérer. Réactivés par les pilleurs, Machine Man va les aider à échapper à ses sbires mécaniques et à leur tour, ils vont l'aider à retrouver son passé. Mais Banetronics dispose de moyens quasi illimités et engage des mercenaires de plus en plus acharnés à leur trousse. D'abord, un robot de combat surarmé, le C-28, dit robot de la mort faisant l'objet d'une autorisation spéciale. Et enfin, Arno Stark, alias Iron Man, version 2020. Oui, j'ai bien dit Arno, pas Tony. Il prétend avoir racheté le nom et l'armure du Iron Man originel après son décès. N'oubliez pas que dans la chronologie du comics, qui est paru en 1984, l'histoire se situe en 2020, dans le futur donc, notre passé. Mais a priori, si on se base sur la version la plus connue de Iron Man, celle du MCU, du Marvel Cinematic Universe, Tony Stark est bien mort,
en 2019 dans le film Avengers Endgame. Cette édition française est éditée par Lug, un éditeur dont le nom fait vibrer la corde nostalgique chez les vieux fans des comics dans les années 70, 80, 90, avec Strange, Special Strange, Speedy, Titan, Nova, qui proposaient des rééditions en français de plusieurs séries de comics Marvel à suivre tous les mois. Mais cette collection, un récit complet Marvel, ou RCM, permettait de lire un album d'une centaine de pages contenant une histoire complète. L'éditeur Lug avait d'ailleurs fait très fort avec le premier numéro de cette collection en février 1984, puisqu'ils avaient sorti la mini-série mythique Serval par Chris Claremont et Frank Miller. Machine Man est le 12e RCM, il est sorti en novembre 1986 avec cette fabuleuse couverture avec son bord orange mimolette. Couverture souple, format comics, trade paperback comme disent les Américains, 96 pages tout en couleur. C'est une histoire sans prétention avec un personnage très secondaire de l'univers Marvel, même si c'est une création du grand Jack Kirby. Bon, il faut dire qu'il en a créé un bon paquet de personnages aussi. Chaque épisode amène pourtant son lot de rebondissements. On s'attache aux différents protagonistes, même si ce ne sont que des compagnons purement fonctionnels dans le périple de Machine Man. L'action est bien rythmée, l'intensité va crescendo en mettant à chaque fois des adversaires de plus en plus coriaces et de plus en plus humains. Le dernier combat contre Iron Man résume bien l'intention de départ, une machine qui contient une part d'humanité contre un humain qui se cache à l'intérieur d'une machine. Et je ne vais pas vous vanter à nouveau les talents de Barry Windsor Smith, mais il a littéralement écrasé les dessins de Herb Trimpe, s'appropriant le comics entièrement. Le style de Trimpe est classique dans les canons de la Marvel des années 70-80, mais Windsor Smith y ajoute des détails, des circonvolutions de fumée, des scintillements, des confettis, des couleurs magnifiques, c'est la fête. Ah oui, parce que Windsor Smith a non seulement fini par réaliser le scénario, les dessins, l'ancrage sur le dernier épisode, mais il a également fait les couleurs. La mini-série a eu un beau petit succès, ce qui a permis de faire revivre le personnage de Machine Man. Mais ça a surtout marqué le retour de notre bon Barry dans le monde des comics après son départ volontaire 10 ans plus tôt pour devenir un artiste peintre. Mais le meilleur reste à venir. J'arrive sur un morceau de la carrière de Barry Windsor Smith que j'aime particulièrement, puisqu'il s'attaque à des personnages Marvel qui furent les piliers de ma culture comics et les premiers super-héros que j'ai découverts quand j'avais à peine 10 ans. Je vais vous parler des 5 épisodes des X-Men dessinés par Barry Windsor Smith, en faisant le grand écart entre deux périodes de cette équipe, s'étalant sur presque 2 décennies. Le premier vrai travail de Barry Smith pour Marvel est donc cet épisode des X-Men de la première époque, X-Men numéro 53, qu'il produit pendant son premier séjour aux États-Unis pendant l'été 1968 et qui sort en décembre 1968, mais qui est daté de février 1969. Marvel avait l'habitude de post-dater les couvertures de ses comics. C'est un épisode fill-in, un épisode bouche-trou entre 2 épisodes plus importants ou dans une histoire à suivre, qui permet à l'éditeur de sortir un épisode tous les mois, même quand l'équipe créatrice en charge de la série a pris du retard. Barry dessine donc les X-Men et Blastar, tout droit sortis des épisodes des 4 Fantastiques, tous créés par Jack Kirby, son héros des comics de l'époque. Le style est donc mais alors très influencé par le King Kirby. Barry étant juste Smith, pas encore Windsor Smith, et n'a pas libéré tout son potentiel artistique. Je vous présente ici la version publiée dans l'intégrale X-Men 1969-1970 des éditions Panini. Pour la petite anecdote, j'avais la version publiée dans Speedy numéro 70 de novembre 1985, qui avait déjà été publiée en France dans Strange 54 de juin 1974. Mais je ne l'ai plus, j'ai vendu toute ma collection de Speedy et de Special Strange il y a quelques années. Salut Bob. Seconde anecdote en passant, dans les 2 éditions faites par Lug, dans Strange puis dans Speedy, l'épisode porte le numéro 54 et pas 53. Bizarre, mais pas trop grave vu que ça ne gêne pas la continuité, puisque je viens de vous le dire, c'est un épisode de remplissage et assez dispensable. Nous faisons alors un bond dans le temps, une quinzaine d'années plus tard, en 1984, Barry revient aux comics timidement avec une petite histoire de la chose dans Marvel Fanfare numéro 15, sorti en avril 1984, daté de juillet 1984, puis avec la mini-série Machine Man sortie en juin 1984, datée de octobre 1984, qui le remet sous les feux des projecteurs chez Marvel et signe désormais sous le nom de Windsor Smith. Toujours en 1984, il dessine l'épisode 186 de Uncanny X-Men, sorti en juillet 1984, daté d'octobre 1984. Écrit par Chris Claremont et ancré par Terry Austin. Et là, je dois faire une petite parenthèse pour vous parler de mon attachement particulier aux X-Men, et surtout à cette période des comics. J'avais 9 ou 10 ans et j'étais déjà un lecteur compulsif de bandes dessinées. Les albums de Tintin, d'Astérix, mon grand-père m'achetait Pif Gadget, le journal de Spirou, le journal de Tintin toutes les semaines. Quand je suis tombé par hasard sur le Special Strange numéro 18,
avec un épisode des X-Men qui m'avait retourné mon cerveau de gamin. Les dessins de John Byrne, ancrés par Terry Austin, m'avaient subjugué par leur degré de réalisme, de dynamisme, et même parfois par des cadres et des angles de vue très cinématographiques. Avec cette histoire, je passais des BD humoristiques avec des personnages à gros nez, à des récits d'action avec des bonhommes musclés et des femmes sculpturales. Dans ma tête, à ce moment-là, j'entrais dans un monde réservé aux grands, aux adultes. J'ai acheté mon premier numéro de Special Strange quelques temps plus tard, le numéro 28 ou 30 je crois, mais toujours avec la même équipe créatrice. Et là j'étais capté. J'ai complété la collection pour lire les numéros précédents, allant jusqu'à récupérer les Speedés qui proposaient les rééditions des premiers X-Men, ceux des années 60. J'ai suivi l'histoire jusqu'aux années 2000 à peu près, avec quelques interruptions, mais cette période des X-Men, fin des années 70 jusqu'à la fin des années 80, tout début des années 90, en fait, du run de John Byrne jusqu'à l'arrivée de Jim Lee, j'étais fan. Du coup, je serais loin d'être objectif en commentant ces épisodes. Bref, Barry Windsor Smith revient sur les X-Men de 1984 à 1986 pour 3 épisodes fill-in dans le run de John Romita Jr., puis une dernière fois en 1987 pour un autre épisode bouche-trou dans le run d'Alan Davis et toujours scénarisé par Chris Claremont. Les 2 premiers épisodes sont les plus mémorables. X-Men numéro 186 sort en juillet 1984, mais daté d'octobre, et s'intitule Life, Death, A Love Story. Ce n'est pas vraiment un épisode bouche-trou puisqu'il est la suite directe de l'épisode 185, dans lequel Tornade perd ses pouvoirs, touché par un rayon inhibiteur tiré par des agents du gouvernement. Elle est recueillie par Forge, un génie milliardaire mutant qui, à l'instar de Tony Stark, s'est fabriqué des prothèses robotiques pour pallier à son handicap. Il a perdu une main et une jambe. Complètement catatonique, Tornade ne se nourrit plus et se laisse mourir. Forge va tenter de lui redonner le goût de la vie et, en se parlant, en partageant leur expérience de vie, en se montrant leurs cicatrices, ils vont se rapprocher. Malheureusement, Tornade va découvrir que Forge est l'inventeur de l'arme qui l'a privé de ses pouvoirs et leur relation vire alors au drame. Sur cet épisode, Barry Windsor Smith ne fait que le dessin. L'ancrage est assuré par Terry Austin, qui avait fait des merveilles sur le run de John Byrne au début des années 80. Mais là, son style d'ancrage rigidifie les crayonnés de Barry. Les traits manquent d'épaisseur et de souplesse. Malgré cela, les 2 personnages principaux, Forge et surtout Tornade, sont magnifiquement dépeints par Windsor Smith. Les poses, les attitudes l'un envers l'autre sont empreints d'une telle sensualité, d'une telle justesse dans les mouvements qu'on les sent vivants, réels. Cet épisode, basé essentiellement sur ces 2 personnages, sans grande progression dans l'intrigue principale, marque les esprits. We had done a bunch of epic stories and made a conscious decision to slow the pace down and just do a storm story. You know, and not even a storm story, a Roro story. I mean, we had a 5-page scene of Storm just sitting there drinking wine and you know, wearing a pair of jeans and fixing a salad. Si bien que Chris Claremont le rappelle quelques mois plus tard sur X-Men numéro 198 pour un autre épisode bouche-trou, à nouveau centré sur Tornade, toujours sans pouvoir, qui est partie se ressourcer en Afrique dans le Serengeti. Blessée par balle, dans un épisode précédent, elle délire, perdue dans le désert. Et l'épisode donne lieu à des visions superbement dessinées, mais aussi ancrées et colorisées cette fois par Barry. L'artiste déploie tout son talent pour décrire le retour à la conscience de Tornade et le sauvetage d'une jeune femme enceinte des flammes d'un véhicule accidenté. Elle l'aide à rejoindre son village et sa famille. Elle se sauve en sauvant la jeune femme. Dans la nuit, cette dernière est sur le point d'accoucher et demande Tornade à son chevet. Le bébé sort mais ne respire pas. Dans un dernier réflexe, désespéré, Tornade tente de le ranimer en lui faisant du bouche à bouche. L'enfant vit. Plus tard, encore enivrée par la joie d'avoir sauvé un enfant, elle assiste à une cérémonie où l'un des anciens se sépare de tous ses ornements et se rend aux portes du désert, suivi par toute la tribu. Tornade le suit également. Le vieil homme lui raconte l'histoire de son village, qui fut verdoyant autrefois, mais le sable a fini par tout recouvrir, et la nourriture vint à manquer. Et pour préserver l'équilibre, chaque fois qu'un enfant naît, un ancien s'en va pour lui laisser sa place. Le diptyque Life Death est devenu iconique dans l'histoire des X-Men. Le souci du détail apporté au dessin, le naturalisme et la fluidité des dialogues, l'intensité des relations entre les personnages, tout cela permet de les rendre vivants, réels. Et ces épisodes servent de respiration, de pause bienveillante dans des comics où l'action, les super-pouvoirs et l'aventure prédominent. Moins d'1 an plus tard, dans X-Men numéro 205 de mai 1986, la même équipe remet le couvert dans l'épisode Wounded Wolf, cette fois-ci centré sur Wolverine, et propose une histoire à l'opposé du périple contemplatif de Tornade dans Life Death. Il s'agit de l'affrontement de Wolverine contre les cyborgs de Lady Deathstrike dans les rues de New York enneigées, le soir de Noël. Tout cela du point de vue d'une petite fille, Cathy, membre du groupe Power Pack,
puissance 4 en français. Barry Windsor Smith a montré qu'il pouvait représenter la sensualité avec Tornade. Et dans cet épisode, il prouve qu'il est capable de dépeindre la violence brutale, sanglante, impitoyable. De la même manière qu'il a su rendre la spiritualité et la beauté du personnage de Tornade, il saisit la nature animale, barbare presque, du personnage de Wolverine. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'affiche teaser du film Logan en voyant les dernières cases de ce comics. Enfin, l'épisode 214 de février 1987 est probablement le moins notable, disons le plus classique produit par Barry. Il ne fait que les dessins, laissant Bob Viasek l'ancrer et Glynis Oliver à la couleur. L'histoire raconte comment Malice, une mutante qui prend possession du corps des autres, s'invite chez les X-Men, sautant d'un mutant à un autre, les poussant à se battre entre eux. Même si l'épisode reste bon, c'est un peu comme si on avait une Ferrari et qu'on roulait à 30 km/h. Ça pourrait être génial, c'est juste bien. Barry Windsor Smith nous donne peut-être une réponse à cette constatation. Pendant toutes ces années, dans tous ces satanés comics que j'ai dessinés, j'avais l'habitude d'être le narrateur, le réalisateur de l'histoire. Je pense qu'il n'y a pas une seule case que je n'ai pas modifiée dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Ça m'a permis de me faire des amis, et ça m'a créé des ennemis. Je sais que Chris Claremont était en pétard quand j'ai modifié ces satanées histoires. Et j'écrivais les dialogues dans les marges des pages, et souvent le scénariste se les appropriait et prenait tout le crédit, la paye. Mais je suis toujours resté au second plan à cet égard. Même si je ne l'ai jamais vraiment exprimé. J'étais toujours tellement déçu quand les choses n'allaient pas. Je faisais attention à la mise en page, aux personnages, comme le langage du corps, ou une inclinaison de la tête, ou un sourcil relevé, ce qui était assez subtil en comparaison du travail de Jack. Et puis je lisais les mots qui avaient été écrits dans les cases et je disais « Bordel, ça n'a rien à voir avec ce que voulait dire le dessin ». La seule fois où cela fonctionnait vraiment, c'est quand l'auteur, le scénariste, voulait suivre ce que j'avais écrit dans les marges. Alors là, nous avions trouvé cet équilibre entre l'interprétation, le scénario, la mise en scène et tout le reste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vendu toute ma collection de Speedy et Special Strange il y a quelques années, mais je me suis racheté les intégrales X-Men que proposent les éditions Panini Comics. Reliés, dos carré, jaquette de couverture, papier satiné, des bons pavés d'environ 300 pages pour chaque tome. Et il y en a beaucoup, 50 à ce jour. Et ça revient cher, 36 € par bouquin. Faites le calcul. Pas sûr que j'aille au bout de tous les épisodes des X-Men. Les numéros présentés dans cet épisode sont les suivants. X-Men volume 1, numéro 53, La rage de Blastar. Et sa période, Jack Kirby, se trouve dans l'intégrale 1969-1970, sortie en 2006, déjà édité en France dans Strange et Speedy dans les années 70 et 80. Uncanny X-Men volume 1, numéro 186. Life and Death, qui est paru la première fois en France dans le 11e album grand format de la collection Les Étranges X-Men en décembre 1987. Ces albums étaient édités par Lug pour accélérer la publication des X-Men, car Special Strange paraissait seulement tous les 2 mois. Et ils avaient la taille des graphic novels, légèrement plus grands que les Special Strange, qui gardaient le format comics. J'avais l'impression de lire un épisode important à chaque fois. L'épisode est proposé ici dans l'intégrale 1984, sortie en 2005. Ensuite, nous avons Uncanny X-Men volume 1, numéro 198, Life and Death 2, publié pour la première fois dans Special Strange numéro 52, de septembre 1987. Avec cette magnifique couverture peinte par Jean Frisano, le cover artiste attitré chez Lug, qui signait là, avec celle de l'album des Étranges X-Men numéro 11, ses dernières couvertures, puisqu'il est décédé en 1987. Cet épisode est réédité dans l'intégrale X-Men 1985, sorti en 2006. Uncanny X-Men volume 1, numéro 205, Wounded Wolf, qui n'a pas été publié par Lug, mais qui est sorti pour la première fois en France chez l'éditeur Comics USA, dans sa collection Super-Héros, dans l'album numéro 11, Serval, Fauve Blessé, Daredevil, Rêve Américain, que j'ai gardé donc puisqu'il est assez particulier. C'est un album double, voilà. Si on le retourne, on peut lire une aventure de Daredevil également dessinée par Barry Windsor Smith. Et l'épisode des X-Men est lui réimprimé dans l'intégrale X-Men 1986, première partie, sortie en 2007. On termine avec Uncanny X-Men volume 1 214, With Malice Toward Hall, publié dans Special Strange numéro 58 de septembre 1988 et réédité dans cette intégrale 1987, première partie, sortie en 2009. Nous allons maintenant aborder une mini-série publiée en 13 épisodes en 1991 qui a fait passer Barry Windsor Smith d'un artiste talentueux et élégant à une légende des comic books et qui l'a fait entrer dans le Hall of Fame des comics artistes. Cette mini-série a enflammé les rétines et l'imaginaire des fans des X-Men en leur révélant sans détour le terrible secret d'un des personnages les plus populaires de Marvel. Pourtant, malgré l'entrée des comics DC et Marvel dans leur âge sombre au milieu des années 80 et le choix d'un personnage conçu à la base comme un anti-héros, un sociopathe, dont les pouvoirs mêmes sont une déclaration d'intention violente, personne n'était prêt à recevoir la radicalité et la brutalité de Weapon X.
Après l'épisode 214 de Uncanny X-Men, en 1987, Barry Windsor-Smith réalise les 9 premières couvertures du magazine Conan Saga, qui réimprime les pages en noir et blanc de ces épisodes réalisés au début des années 70. Dans le registre des super-héros chez Marvel, il fait quelques couvertures, notamment pour The New Mutants, numéro 40 à 48. Il dessine quelques épisodes entiers, Iron Man 232 en 1988, puis Excalibur 27 en 1990. Il participe à des épisodes événementiels avec d'autres artistes, comme Fantastic Four numéro 296 en 1986, qui célèbre les 25 ans de la Marvel, et donc également des 4 Fantastiques. Et pour DC Comics, la même année, il réalise 2 pages pour le comic book humanitaire Heroes Against Hunger, dont tous les bénéfices servaient à lutter contre la faim en Afrique. Sans compter quelques pages d'illustrations, les fameuses Pin-Ups Gallery, dans plusieurs numéros spéciaux, et notamment le fameux Batman 3D de John Byrne, qui propose un dessin du Joker que l'on peut voir en relief, avec les fameuses lunettes anaglyphes rouges et vertes. Bref, à la fin des années 80, rien de bien marquant pour notre bon Barry. Mais il est en train de préparer quelque chose pour le début des années 90. En fait, il prépare 2 trucs pour l'année 91. La première, c'est bien évidemment cette histoire de Wolverine, Weapon X, c'est le sujet de cette vidéo au cas où vous l'auriez oublié. Et la seconde, c'est son entrée chez les éditeurs de comics indépendants, et notamment chez Valiant, où il est recruté par un ancien de Marvel Comics, Jim Shooter. Mais je vais brièvement évoquer cette période. Désolé, je n'ai rien lu de ces comics. Mais avant de quitter Marvel, Barry Windsor-Smith s'apprête à lâcher une bombe dans le monde des fans des X-Men. L'épisode 205 de Uncanny X-Men, centré autour d'un Wolverine en mode berserk dans les rues enneigées de New York, avait attiré l'attention des lecteurs à l'époque de sa sortie. Et au début des années 90, le mutant Griffu était devenu une superstar chez Marvel, apparaissant en guest dans pratiquement tous les comics non reliés aux X-Men. Si on voulait booster les ventes d'un comics en perte de vitesse, paf, une petite apparition de Wolverine et ça partait comme des petits pains. De sa première apparition dans Hulk numéro 181 à son intégration dans les X-Men, dans le Giant Size X-Men numéro 1, le personnage était intéressant, mais pas vraiment mis en avant. Ses premières années dans l'équipe ne le présentaient d'ailleurs pas sous un jour favorable. Dave Cockrum, le dessinateur du premier run de ces nouveaux X-Men, lui préférant Nightcrawler et Storm. C'est l'arrivée de John Byrne au dessin, à l'épisode 108, qui décide de lui donner un peu plus de profondeur, et le met souvent en avant dans l'action. Et c'est la mini-série Wolverine en 1982 par Chris Claremont et Frank Miller qui finit d'en faire un personnage complexe, sensible, luttant pour maîtriser une rage bestiale qui gronde en lui. À la fin des années 80, des personnages badass, agressifs, voire violents, envahissent les comics. C'est le début de l'âge sombre. Wolverine est le prototype de ce type de personnage. Il fume, il boit, il se bat avec des griffes qui lui sortent des mains. Il est l'atout indiscipliné et impulsif dans une équipe de super-héros essayant de protéger le monde des mutants maléfiques. Mais ce qui le rend encore plus fascinant, c'est le mystère entourant son passé. Depuis sa première apparition en 1974 dans Hulk 181 jusqu'à la sortie du premier épisode de Weapon X dans Marvel Comics Presents numéro 72 en janvier 91, voici ce que l'on a pu apprendre sur ce personnage. C'est un super-héros canadien qui se fait appeler The Wolverine, surnommé également Weapon X, qui possède des griffes en adamantium et qui est suffisamment balèze, enragé ou inconscient pour s'en prendre à Hulk. C'est un mutant puisqu'il est recruté par le professeur Xavier qui cherchait des mutants dans le monde entier avec son détecteur cérébraux afin de créer une nouvelle équipe des X-Men. Il faut attendre une année entière pour voir son vrai visage sans son masque et cette coiffure si particulière. On découvre par la même occasion que ses griffes ne font pas partie de son costume mais sortent de ses mains. C'est plus ou moins sous-entendu que cela fait partie de sa mutation. Il faut encore attendre un an de plus, en février 1977, pour qu'un personnage secondaire l'appelle par son prénom, Logan, à sa grande surprise, car apparemment il ne l'a dit à personne. Même ses collègues X-Men ne l'apprendront que des années plus tard, dans X-Men 139 de novembre 1980, dans lequel Nightcrawler l'apprend au détour d'une conversation. Dans Uncanny X-Men 116 de décembre 1978, Wolverine fait une discrète allusion à son facteur auto-guérisseur et à son squelette incassable. Mais c'est dans Uncanny X-Men 126 d'octobre 1979 qu'il avoue que l'adamantium recouvre non seulement ses griffes, mais également tout son squelette. Et a priori, il en a pour environ 3 millions de dollars de ce métal dans le corps, ce qui laisse à penser qu'il s'agit d'une opération chirurgicale et pas une mutation. Il parle et lit le japonais couramment. Il a été recueilli par Heather et James MacDonald Hudson, futurs fondateurs du groupe de super-héros canadien Alpha Flight, la division Alpha, alors qu'il errait comme une bête enragée dans les forêts canadiennes. Il venait de perdre la mémoire après avoir été victime de l'expérience qui lui avait implanté l'adamantium dans le corps.
Cependant, ses autres souvenirs ne semblaient pas altérés. On le retrouve d'ailleurs dans un flashback en train de combattre les nazis aux côtés de Captain America et la Veuve Noire pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui implique également une incroyable longévité, probablement due à son pouvoir autoguérisseur qui ralentit son vieillissement. Et cela ouvre une porte sur un passé bien plus vaste et mystérieux qu'on aurait pu l'imaginer. En fait, c'est ça Wolverine. À chaque révélation sur son passé, on a 10 autres mystères qui surgissent. Uncanny X-Men 205 a prouvé aux X-fans que Barry Windsor-Smith pouvait dessiner et mettre en scène un Wolverine crédible et ultra badass. Mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est l'homme, plus que le super-héros. Wolverine, ou le personnage de Logan, est plus intéressant à mes yeux que Captain America, ou un truc comme ça. Je peux m'attacher à ce personnage, beaucoup plus qu'aux autres personnages de l'univers Marvel. Il a ces stupides pics qui jaillissent de ses mains, mais il ne vole pas, et il a un peu plus de caractère que le super-héros moyen. Lors de son boulot sur Excalibur 27 en 1990, il a comme éditeur Terry Kavanagh, qui a également occupé ce poste sur X-Men pendant la même période que le diptyque Live Death et l'épisode Wounded Wolf, mais pas directement sur ces épisodes-là. Terry Kavanagh est impressionné par le style de Barry Windsor-Smith, et lorsqu'il devient l'éditeur sur le magazine d'anthologie Marvel Comics Presents, il pense à Barry pour une petite histoire sur Wolverine. Le magazine en question se compose d'une histoire feuilletonnante de 8 pages, mettant en avant un héros des X-Men, Wolverine, Colossus, Cyclope, Havok, etc., et complété par d'autres histoires de 8 pages sur d'autres personnages de l'univers Marvel pour atteindre le nombre réglementaire de pages d'un comics. Wolverine étant très populaire, le magazine se vend mieux quand il s'affiche sur la couverture. Kavanagh balance l'idée d'une histoire courte de Wolverine à Barry. Non seulement l'idée reste dans la tête de Barry Windsor-Smith, mais quand il revient vers Terry Kavanagh, il a réalisé dans son coin, sans en parler à personne, les 2 premiers chapitres de ce qui va devenir Weapon X. C'était juste une idée qui a surgi. J'ai pensé faire une histoire courte sur Wolverine, juste comme ça. Comment diable ce gars a eu ces drôles de pics qui jaillissent de ses mains? Donc j'ai dessiné une poignée d'histoires. Je ne voulais déranger personne à Marvel. Je me suis juste dit qu'il voudrait les publier. Je les ai apportés à l'éditeur de Marvel Comics Presents, Terry Kavanagh. Alors qu'il s'attendait à un récit court d'action ou d'aventure, Kavanagh se retrouve avec une origin story inédite d'un personnage majeur de Marvel entre les mains. C'est le genre d'histoire qui a sa place dans la série principale X-Men, ou Wolverine. Mais Kavanagh va négocier avec les instances supérieures, persuadé que ces épisodes vont faire exploser les ventes de son magazine et lui donner de la visibilité. Il obtient l'accord de principe de Bob Arras, l'éditeur des X-Men et ami de longue date, puis Tom DeFalco, l'éditeur en chef de Marvel, trouve les premières pages tellement cool qu'il pense publier le tout dans un graphic novel spécial avec papier de meilleure qualité et impression luxe. Kavanagh plaide son cas en expliquant que Windsor-Smith a structuré son récit en chapitres pour une sortie en épisode de 8 pages et pas sous la forme d'un graphic novel. Et si cette histoire est trop bonne pour être publiée dans Marvel Comics Presents, cela signifie alors que la seule vocation de ce magazine est donc de ne proposer que des histoires moyennes et pas de bonnes histoires alors. Tom DeFalco est convaincu par cet argument et Weapon X sera donc publié dans Marvel Comics Presents avec une sortie des épisodes compilés en trad paperback, dès que possible. Faut pas déconner quand même. Il reste cependant un acteur majeur à questionner pour vérifier la viabilité du projet. Chris Claremont, le scénariste des X-Men et le principal architecte de l'univers X chez Marvel depuis plus de 15 ans. Autant dire qu'une modification majeure de l'identité d'un de ses principaux personnages pourrait compromettre un futur scénario. C'est là que Barry Windsor-Smith intervient et contacte son ami et ancien collaborateur. J'ai eu une conversation avec Chris Claremont, dans laquelle il m'a dit qu'il a toujours eu l'intention de faire d'Apocalypse l'antagoniste derrière l'expérience avec l'adamantium. Par courtoisie envers Chris, j'ai mis en place la scène dans laquelle le professeur prend ses ordres d'un supérieur. Malgré cet accroc à mon récit, j'ai préféré laisser à Chris la chance de pouvoir révéler qu'Apocalypse était le vrai méchant derrière l'expérience avec l'adamantium. Chris n'a jamais eu l'opportunité de faire l'origine ultime pour Wolverine, mais il savait que le gars, à l'autre bout du fil, qui parle au professeur dans Weapon X, c'est Apocalypse. Je ne spoile rien, car c'était déjà plus ou moins implicite dans le graphic novel de 1990, Wolverine The Jungle Adventure, par Walt Simonson et Mike Mignola. Je vous ai presque tout dit sur cette histoire. Weapon X raconte donc comment Wolverine a reçu son squelette et ses griffes en adamantium. La publication en 13 chapitres, un prologue et 11 épisodes de 8 pages, plus un épisode final de 24 pages, donne un rythme particulier à l'histoire, même quand on la lit d'un seul coup dans son format compilé comme c'est le cas dans cette édition. Le prologue est raconté du point de vue de Logan, et ce sera l'une des seules scènes dans laquelle on entend ses pensées, sa voix intérieure. Je ne vais pas trop en dévoiler car le récit ménage un rebondissement que je ne veux pas gâcher. Le reste du récit est commenté par les 3 autres personnages principaux, tous membres du projet Weapon X, et offrant des regards différents sur Logan et la souffrance qu'ils sont en train de lui infliger.
Logan est donc capturé par une organisation secrète, drogué et soumis à des expérimentations pour lui injecter de l'adamantium dans le corps et remodeler son esprit afin d'en faire une arme vivante, un soldat indestructible. Mais tout ne se passe pas comme ils l'avaient prévu, ou peut-être que le résultat est allé au-delà de leurs attentes, puisqu'ils ont créé l'arme parfaite, l'arme X. L'arme X, Weapon X, a donc été publiée à l'origine dans Marvel Comics Presents, numéro 72 à 84 en 1991, puis en TPB, en trade paperback en 1993. Elle arrive en France dans le top BD 26 de 1992 chez Semi, puis elle est rééditée plein de fois en 1998 chez Betty dans la collection Comics Culture, en 2008 chez Panini Comics dans la collection Best of Marvel, puis en 2012 toujours chez Panini dans la collection Marvel Gold, puis en 2017, 2022 et encore en 2022. Bon, c'est un succès, on va pas se mentir. Je vous présente ici la version Giant Size, magnifique, reliée, couverture avec jaquette qui devient un poster, 120 pages puisqu'il y a à la fin une galerie contenant les couvertures des épisodes de Marvel Comics Presents, quelques pin-up avec notamment celle-ci qui a servi à illustrer le dos de couverture de la version intégrale Serval chez Semic et 4 pages alternatives qui ont été réalisées par Barry Windsor Smith pour un flashback dans Wolverine numéro 166 de septembre 2001. Les couleurs sont magnifiquement restituées, même si je suis assez nostalgique de la texture particulière du papier bon marché des pages de comics. Avec cette histoire, Barry Windsor Smith écrit une page importante de la légende de Wolverine, qui va alimenter de nombreux arcs narratifs dans les années à venir. Non seulement il dévoile un mystère important entourant les origines de ce personnage, en créant au passage de nombreuses sous-intrigues et potentielles zones d'ombre, mais il expérimente énormément, tant au niveau du dessin et des couleurs qu'au niveau de la narration. Le prologue, qui sert à nous présenter Logan, est entièrement commenté à travers ses pensées. Des pensées fragmentées, éparpillées dans la page, comme pour décrire un état mental perturbé et en ébullition. Dans le reste du récit, les dialogues des 3 personnages principaux apparaissent dans des capsules de couleurs différentes, ce qui fait que le récit reste compréhensible, même quand on ne voit pas les personnages et qu'on entend leur voix au travers des haut-parleurs. Cette façon d'agencer les cartouches dans la page donne un certain rythme à la lecture et suggère inconsciemment dans l'esprit du lecteur une progression dynamique de l'action, parfois une frénésie dans certaines scènes. Les dessins sont un véritable festival pour les yeux. Les cases sont variées et parfois très chargées, mais Windsor Smith parvient à rendre le tout très lisible, en alternant les cases énormes et pleines de traits représentant le calvaire de Wolverine et son corps tordu dans tous les sens, et d'autres moments centrés sur le professeur, le docteur Cornelius et la technicienne Heinz sont plus posés, plus calmes. Et comment parler des dessins de Barry Windsor Smith sans parler des trouvailles visuelles autour du personnage de Wolverine? Déjà, la transformation physique de Logan en bête sauvage. Barry le dessine très simplement dans le prologue. Une représentation classique, en civil, blouson, jeans, bottes et la coiffure iconique. Puis, une fois soumis aux expériences de l'arme X, il est rasé, il est percé par des tiges métalliques flottant dans un liquide étrange. Et il apparaît dans sa version finale, en mode super guerrier, avec une énorme tignasse. Même son corps semble avoir doublé de volume, tout en muscles et en rage. Et aussi le fameux casque et l'appareillage qui est devenu tellement iconique. Et le Wolverine en flammes, la peau brûlée au 3e degré, son pouvoir auto-guérisseur luttant pour reconstituer ses chairs. Les couleurs ont une forte dominance de rouge, de bleu et de violet qui mélangent le rouge et le bleu. Ce sont des couleurs très agressives, très violentes. Elles servent à mettre en avant la transformation de Wolverine et à retranscrire toute l'étendue de sa souffrance. Je voulais également vous parler de la technique de mise en couleur de Barry Windsor Smith, qui réussit à créer des dégradés, des effets de lumière et d'ombre, en faisant un découpage minutieux des zones de couleur en notant les codes correspondant dans les marges. Tout cela pour faciliter le travail de séparation des couleurs qui se faisait encore à l'époque entièrement à la main. Et oui, avant l'arrivée de l'ordinateur. Bref, Barry Windsor Smith repousse les limites des comic books de super-héros. Il injecte toute sa passion pour les beaux-arts dans les couleurs, dans les visages, les corps. Et oui, Wolverine passe la quasi-totalité du bouquin à poil. Et à poil. On est dans le registre du comic book d'horreur, tellement ça dégouline de sang et de violence, de torture physique et psychologique, du pur génie. Et juste pour terminer, je vous présente cette édition néerlandaise Wolverine Weapon X Zwart-Wit Editi, qui permet d'apprécier les dessins seuls. J'avoue que je l'ai acheté uniquement pour voir les scans des planches originales. Mais en vrai, Weapon X, sans les couleurs d'origine, on perd quand même une partie de l'œuvre. L'arme X Weapon X est une singularité, une anomalie dans l'industrie des comic books de l'époque. Une perle noire. Souvent méconnue du grand public, parfois sous-estimée, cette histoire de super-héros, qui n'en est pas vraiment une, s'est imposée comme un chef-d'œuvre de la bande dessinée grâce à la vision sans concession de son auteur.
Nous allons nous arrêter un moment sur un bouquin qui pourrait paraître anecdotique, même s'il bénéficie d'une édition extrêmement soignée qui met en valeur des dessins magnifiques d'un auteur au sommet de son art. Car si l'histoire racontée dans ces pages se veut émouvante et pleine de sens, à la fois morale, philosophique et religieuse, ce sont ses origines et le contexte entourant sa création qui la rendent passionnante. Au moment de la sortie de Weapon X en 1991, Barry Windsor Smith est contacté par Jim Shooter, l'ancien éditeur en chef de Marvel Comics, qui souhaite le recruter pour devenir en quelque sorte le directeur artistique de la nouvelle maison d'édition qu'il vient de créer, Valiant Comics. Petit retour en arrière. Jim Shooter a démarré chez Marvel en 1976 en tant qu'éditeur assistant et scénariste, avant de se hisser au poste de rédacteur en chef en 1978. Durant son règne, il a supervisé des grands classiques de la maison des idées, comme le run de Claremont et Byrne sur les X-Men, celui de Frank Miller sur Daredevil et Walt Simonson sur Thor. Il a initié la branche épique de Marvel pour développer les créations originales des auteurs et a été le grand architecte des crossovers multi-personnages comme Marvel Super Hero Contest of Champions, le tournoi des champions en 1982 et Secret Wars, les guerres secrètes en 1984, en créant un personnage que je trouve particulièrement génial, le Beyonder. Bref, je ne vais pas m'étendre sur sa carrière à Marvel, ça mériterait un épisode entier, mais en 1987, il est licencié par Marvel. Il ne reste pas inactif, enchaînant des boulots de publicitaire, scénariste, illustrateur. Il tente même, avec quelques investisseurs, de racheter la Marvel, 2 fois. Sans y parvenir. Probablement encore habité par la passion des comics ou du métier d'éditeur, il finit par créer sa propre boîte, Valiant Comics, en 1989. Il peine à trouver le succès avec des comics basés sur des licences de jeux Nintendo et sur l'univers du catch de la WWF. En 1991, il s'oriente à nouveau vers les comics de super-héros en proposant des nouvelles versions de vieux personnages dont il a acquis les droits. Magnus Robo Fighter, Solar Man of the Atom et Turok Dinosaur Hunter. Avec Barry Windsor Smith, tout auréolé de ses succès chez Marvel, il débauche également Bob Layton qui vient de revitaliser Iron Man sur 2 runs mémorables. Ce triumvirat lance également de nouveaux personnages qui vont tous avoir leur propre comics. X-O Manowar, Eternal Warrior, Bloodshot, Ninja, Archer and Armstrong, dont il écrit et dessine 10 épisodes sur les 12 premiers numéros, etc. Et par une ligne éditoriale habile, ils vont réussir à faire de Valiant Comics un challenger solide face à Marvel et DC Comics. Barry Windsor Smith avait quitté Marvel une première fois en 1973 pour répondre à un besoin de liberté et l'envie de travailler sur des projets plus personnels. Il était revenu pour des raisons financières, mais avait toujours été critique sur la politique des auteurs menée par Marvel et DC Comics de la même façon, qui considéraient leurs auteurs comme de simples exécutants sur des personnages et des histoires dont ils détenaient les droits exclusifs. De fait, si un dessinateur ou un scénariste produisait une histoire qui rencontrait un succès énorme, tout le mérite et les bénéfices financiers en revenaient à Marvel ou DC Comics. Les auteurs passant au second plan et leur apport artistique sur un titre maison, même la création d'un personnage qui devient soudainement hyper populaire, étant mis au crédit de l'éditeur seul. Si bien que lorsque Jim Shooter lui propose de devenir le directeur créatif de Valiant Comics, Barry voit là une opportunité de produire des histoires à la fois personnelles et viables commercialement. En 1992, Marvel Comics subit une révolution lorsqu'une poignée de ses auteurs ultra talentueux et populaires du moment, Jim Lee, Rob Liefeld, Todd McFarlane, Eric Larsen et d'autres partent en claquant la porte et créent leur propre maison d'édition Image Comics, qui va commencer à changer la donne dans le monde des comics en redonnant aux auteurs l'entière propriété de leur création. Et dans les années 90, le marché des comics explose. Valiant profite de cet engouement incroyable. Certains numéros se vendent à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et la bulle spéculative sur les anciens numéros grossit de manière exponentielle. Cependant, malgré son succès incroyable, Valiant Comics est endetté et en 1992, Jim Shooter est licencié par ses investisseurs. Une partie de l'équipe créative quitte le navire pour le rejoindre sur son nouveau vaisseau, Defiant Comics, et Bob Layton est nommé alors rédacteur en chef de Valiant. La nouvelle direction propose alors à Barry Windsor Smith le poste de président de Valiant Comics. Pressentant une fonction plus décorative que réellement active au sein de la maison d'édition, et pour marquer sa désapprobation au licenciement de Jim Shooter, il décline l'offre. Ils avaient besoin de moi autant comme figure de proue que comme créateur. Si j'acceptais leur offre d'une position de direction, j'aurais été en constante opposition avec Massarsky, l'éditeur et premier investisseur de Valiant Comics. Je n'aurais jamais laissé un artiste être dépossédé de ses droits pour toujours. J'avais plus besoin de mon intégrité que de leur argent. Presque un an plus tard, en 1993, Barry quitte Valiant Comics au numéro 12 d'Archer and Armstrong. Les ventes de la série se pètent la tronche peu après son départ et finit par être annulée en 1994.
Et la même année, Valiant Comics est racheté par l'éditeur de jeux vidéo Acclaim Entertainment. Petite anecdote en passant, à la même époque, en 1993, Marvel Comics sort Weapon X en TPB. Barry Windsor Smith avait pensé sa mise en couleur pour la qualité de papier moyenne des comics, lors de la publication en feuilleton dans Marvel Comics Presents. Malheureusement, Marvel n'a pas pensé à ajuster les couleurs pour une sortie en TPB sur papier de meilleure qualité, plus épais. Du coup, le rendu est plat et les couleurs sont saturées. Barry leur a signalé le problème sur les réimpressions, et il y en a eu quelques-unes, mais Marvel a fait la sourde oreille. Après son départ de Valiant, Barry est courtisé par Malibu Comics, un autre éditeur qui cherche un talent confirmé, et un nom qui fait vendre. Avec le cofondateur de Malibu, Chris Hulme, Barry Windsor Smith crée Rune, un vampire extraterrestre. Ils écriront ensemble les 6 premiers épisodes, ainsi qu'un numéro spécial Giant Size, Barry se chargeant du dessin et de la mise en couleur. Il verrouille son contrat avec Malibu en précisant qu'il possède 2/3 des droits de ce personnage, échaudé par ses précédentes expériences avec Marvel et Valiant. Pas de bol. Malibu Comics est racheté par la Marvel en 1994 et tous les titres sont annulés. D'après certaines rumeurs, Marvel n'était intéressé que par leur système de colorisation par ordinateur, ce qui était une petite révolution à l'époque. Barry signe tout de même un crossover entre Rune, personnage qu'il a co-créé pour Malibu, et Conan, personnage estampillé Marvel, sur lequel il a forgé son style et qu'il retrouve 20 ans plus tard. Cette histoire sonne comme une épitaphe dans sa relation avec Marvel Comics. Rune ne sera jamais réédité, Barry faisant face une fois de plus à des obstacles juridiques concernant ses droits d'auteur sur le personnage, littéralement absorbé par Marvel avec le reste du catalogue de Malibu Comics. En 1995, il décide l'épisode numéro 1 d'un crossover Image Comics intitulé Wildstorm Rising qui ne lui laisse pas un souvenir impérissable, ne comprenant pas ce qu'il dessine ni les motivations des personnages. Il réalise également plusieurs couvertures de comics. Mais en parallèle, il travaille sur plusieurs séries plus personnelles qu'il envisage de publier mensuellement en feuilleton dans un comic book destiné à un lectorat plus adulte, plus mature que le traditionnel comic book de super-héros, un peu à la manière de Love and Rockets des frères Hernandez. Dark Horse Comics se chargera de publier ce comic book intitulé Barry Windsor Smith Storyteller. Un titre en forme de note d'intention. Barry aura le contrôle sur chaque étape de la création de ce magazine. Chaque numéro contiendra 3 histoires à suivre. The Freebooters, un récit d'aventure plutôt humoristique dans un monde à la Conan le Barbare. Paradox Man, plutôt orienté fantastique à base de voyages dans le temps et d'extraterrestres. Et Young Gods, un hommage à son héros Jack Kirby et ses personnages de demi-dieux et demi-déesses pris dans un conflit intergalactique. Et oui, chers spectateurs, c'est dans cette histoire-là qu'apparaît la princesse Ad Astra, personnage éponyme de l'œuvre dont nous allons parler maintenant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le premier numéro de Barry Windsor Smith Storyteller sort donc en octobre 1996 dans un format Giant Size, tout en couleur et sous couverture cartonnée. Et le prix est plus élevé aussi, 4,95$ au lieu de 2$ en moyenne. Et le comic book hors format ne rentre pas dans les étagères des comic shops, ni dans les box des collectionneurs. Et le prix fait fuir les acheteurs habituels. Bref, les ventes sont catastrophiques et Dark Horse insiste pour que Barry change le format et revoie ses ambitions à la baisse. Dans l'édito du numéro 9 de juillet 1997, Barry Windsor Smith annonce que Storyteller ne pourra pas continuer de manière mensuelle, mais assure qu'il reste encore plusieurs dizaines de pages pour conclure ses histoires. C'est avec un regret et une déception considérable que je dois vous informer, mes amis, que cette aventure que nous partageons chaque mois, Barry Windsor Smith Storyteller, est en train de perdre des brouettes d'argent pour notre éditeur Dark Horse. Mais le problème est que vous n'êtes pas assez nombreux pour soutenir les coûts de production du livre chaque mois. J'ai entendu des clients et des critiques dire que le prix de 4,95$ est trop haut pour permettre des ventes élevées. J'ai plus souvent entendu que le livre vaut bien son prix de couverture. Un cadre de chez Marvel Comics qui achète chaque mois le Storyteller se demandait à haute voix pourquoi Dark Horse ne vendait pas plus cher une publication aussi merveilleuse. Ensuite, il y a ceux qui se plaignent que Storyteller ne rentre pas dans leur poche de protection en plastique et dans leur boîte de rangement en carton. Le travail n'est pas parfait, j'en conviens. Malheureusement, cette promesse esthétique d'élégance et d'énergie, combinée à un dessin vigoureux, la couleur et les textes finement ciselés ne sont pas appréciés par les distributeurs et les détaillants. Tout simplement parce que la forme essentielle de Storyteller, tellement partie intégrante de son expérience à mon avis, ne rentre pas dans les présentoirs uniformes de comic book. Ainsi, j'ai reçu des pressions pour me conformer aux standards homogènes des comic books si je veux que Storyteller survive après le numéro 12. Je dois donc vous informer, chers lecteurs, qu'après ce numéro, le numéro 9, avec, sans le faire exprès, mais tout à fait dans le ton, une Addie triste sur la couverture,
Storyteller ne pourra pas garder sa publication mensuelle rigoureuse, son avenir étant incertain et le planning de travail de mon studio étant chamboulé pendant que je me débat pour savoir ce qui va se passer après son 12e numéro. Je tiens à tous vous assurer que Storyteller continuera jusqu'à ce numéro, donc si vous avez acheté le joli étui conçu pour conserver votre collection des publications de la première année, ne vous inquiétez pas, je remplirai cette obligation envers vous pour 12 numéros compte tenu du temps imparti. Il n'y aura pas de numéro 10. Le comic book est annulé par Barry Windsor Smith. Dark Horse Comics ne tente pas de le relancer. La pilule est un peu amère. Barry se retrouve à nouveau bridé par les contraintes éditoriales et quitte le projet, laissant des pages inachevées et un noyau de lecteurs frustrés par des récits qui n'auront pas de fin. Quelques années plus tard, cependant, en 2003, l'éditeur Fantagraphics sortira une compilation des histoires de Storyteller intitulée Young Gods and Friends, qui tentera d'apporter une conclusion à cette aventure avec une histoire inédite des Young Gods et une postface de 2 pages par Barry. Mais cet éditeur avait déjà sorti en 1999 un album totalement inattendu et lié à l'univers de Young Gods, Ad Astra in Africa. Fantagraphics Books n'est pas un éditeur surgi de nulle part dans la carrière de Barry Windsor Smith. Son cofondateur, Gary Gross, qui est également rédacteur en chef pour le magazine The Comic Journal, connaît bien Barry. En 1970, il l'avait déjà interviewé à New York pour son fanzine Fantastic Fanzine, alors qu'il n'avait que 16 ans et Barry 23. 25 ans plus tard, Gary le retrouve pour un entretien fleuve pour The Comics Journal, dans lequel Barry se confie sur sa relation houleuse avec l'industrie des comics. J'ai d'ailleurs tiré plusieurs citations de cette interview dans mes précédentes vidéos. Sans le savoir, les 2 hommes suivaient respectivement leur carrière de loin, Barry étant un lecteur du Comics Journal. La collaboration entre les 2 hommes se fait tout naturellement, et c'est ainsi que Barry Windsor Smith entre dans le catalogue de Fantagraphics avec ce magnifique volume qu'est Ad Astra in Africa. Si le design du personnage principal et le thème du récit semblent familiers, c'est qu'Ad Astra in Africa n'est pas un spin-off de Young Gods à la base. Au milieu des années 80, Barry Windsor Smith avait réalisé quelques épisodes remarquables des X-Men, et notamment le diptyque Life Death, mettant en avant Ororo alias Storm. Sur sa lancée, il avait dessiné une 3e partie, toujours centrée sur Ororo et toujours située en Afrique, et devait approfondir le thème du sacrifice dans Life Death 2 avec la mort du sage Mjari. Comme à son habitude, Barry avait produit un épisode entier, probablement déjà ancré, tout seul, certainement sans l'implication de Chris Claremont, et l'avait proposé au staff éditorial pour être intégré en fill-in dans la série régulière X-Men. L'épisode avait été rejeté par crainte d'être perçu comme une apologie du suicide par le jeune lectorat. Barry le ressort donc de ses cartons à dessin une dizaine d'années plus tard, le modifie un petit peu, à vrai dire en rajoutant simplement les oreilles pointues de la princesse Ad Astra, et le tour est joué. Mais tout y est, y compris les pouvoirs de tornade, sa coupe iroquoise des années 80, le village africain et même une apparition de Mjari, le sage qui est littéralement nommé. Comme un clin d'œil à ce recyclage évident d'histoire, Barry propose à la fin du récit une sorte de fausse interview de la princesse Ad Astra dans laquelle il aborde frontalement ce sujet. Alors, des observations pour nos lecteurs ? Eh bien, je me demandais, est-ce que c'est ce gonze Oreo ? Ororo. Non, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce qu'elle parle comme si elle avait un balai dans le cul, comme si son slip était un peu trop serré. Je pense que c'est la façon dont parlent les X-Men en fait. C'est assez compliqué de résumer Ad Astra in Africa sans avoir constamment en tête la référence des 2 épisodes Life Death des X-Men, mais je vais essayer. La princesse Ad Astra, demi-déesse, revient dans un village indéterminé situé dans un pays africain souffrant de la sécheresse et de la famine. Elle revient pour apporter la pluie et redonner la vie à ces terres asséchées. Mais elle se rend compte que son aide ponctuelle n'a pas empêché les morts et la famine. Même la jeune femme qu'elle avait aidée à accoucher a fini par mourir. Elle se rend compte que le sacrifice qu'avait fait Mjari pour sauver son village va être à nouveau accompli par Malawi, le nouveau chaman. Celui-ci vient de perdre son fils et décide de donner sa vie pour prolonger celle des autres. Il faut bien le dire, le bouquin édité par Fantagraphics est magnifique et met vraiment en valeur les dessins en noir et blanc de Barry Windsor Smith sur un papier épais blanc crémeux satiné. C'est un album relié avec jaquette de couverture, il n'y a rien sous la jaquette à part le titre, 50 pages, dont une dizaine de pages avec des illustrations et la fausse interview de la princesse Ad Astra, entrecoupée de scènes alternatives se terminant sur quelqu'un criant « cut », coupé hors champ, comme s'il s'agissait du tournage d'un film. Et c'est là que je fais face à un dilemme. Est-ce que je dois appréhender ce bouquin comme un spin-off de Young Gods avec Ad Astra ou comme le 3e chapitre de Life Death avec Ororo ? Peut-on apprécier cette histoire sans aucune de ces références ? Pour moi, je vois clairement qu'il s'agit de la mutante Storm qui revient dans le village de l'épisode 198 de Uncanny X-Men. Tout y est, et même l'interview et les scènes alternatives permettent à Barry Windsor Smith de nous expliquer de manière ironique que c'est Ad Astra qui joue le rôle de Ororo
dans cette histoire. Pour autant, même si les dessins sont excellents, dans la lignée des meilleurs travaux de Barry, les thèmes abordés et les dialogues sont tellement guindés et théâtraux, comme dirait Ad Astra, et rendent l'histoire lourde, pompeuse, voire prétentieuse. Les pages additionnelles à la fin de l'album servent à redonner un peu de légèreté à l'album, mais ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe malgré tout. Malicieusement, avec cet album, Barry règle un peu ses comptes avec Marvel Comics, en maquillant une histoire qu'il leur avait proposée pour leur série phare des années 80, les X-Men, mais qu'ils avaient refusé. Les éditeurs comme Marvel Comics n'ont pas compris cette partie. Qu'ils aillent se faire voir. Ils ont dit que l'histoire faisait l'apologie du suicide. C'est pourquoi... Quoi? Tu te fous de moi? Non, pas du tout. Quelle bande de connards! L'auteur a dit qu'il s'agissait d'épiphanie spirituelle. Il s'agit de sacrifice, pas de suicide. Quel crétin! Je ne veux plus parler de ça. Ça me fait chier. Entre la publication de Ad Astra in Africa en 1999 et Young Gods and Friends en 2004 chez l'éditeur Fantagraphics, Barry Windsor Smith participe à une anthologie publiée en 2000 par Tomorrow's Publishing, un éditeur connu pour ses rééditions de Jack Kirby et pour le magazine Comic Book Artist. Intitulé Streetwise, cet album collecte des récits autobiographiques d'auteurs de comics renommés, parmi lesquels Jack Kirby donc, Sergio Aragonés, Brent Anderson, Walt Simonson, Rick Veitch, Eddie Campbell, Alex Toth, Herb Trimpe, la liste est longue et prestigieuse. L'histoire a priori autobiographique que délivre Barry s'appelle UFO POV et fait le récit de son observation d'un ovni pendant l'été 1966 dans le ciel d'Angleterre, alors qu'il se baladait avec son pote Steve. Le fait le plus étrange, c'est que ce souvenir n'a ressurgi que 5 ans plus tard lors d'une conversation entre les deux amis. Steve raconte alors un rêve qu'il venait de faire dans lequel il décrivait une observation d'ovni passant au-dessus des habitations. Cette description précise ravive alors des souvenirs dans la tête de Barry qui se rend compte d'un coup que ce n'est pas un rêve, c'est quelque chose qu'ils ont vécu. Cette petite histoire de 11 pages est plutôt bien racontée et les dessins en noir et blanc sont superbes et très détaillés. Et elle pourrait très bien servir d'introduction à l'ouvrage dont je vais vous parler maintenant. En 1999, Fantagraphics publie Opus, un magnifique artbook de Barry Windsor Smith qui sera suivi en 2000 par le volume 2, tout aussi magnifique. Cette date de sortie coïncide plus ou moins avec ses 30 ans de carrière dans le monde des comics, puisqu'il avait officiellement débuté à Marvel en 1969. Parlons des objets livres. C'est une édition superbe, ce sont clairement des livres d'art. Grand format, dos carré, papier satiné épais, impression de très grande qualité. Jaquette de couverture, sauf pour le premier, enfin je l'ai acheté comme ça, normalement il y en a une pour chaque volume. Le titre est embossé sur le dos en lettres d'or, c'est magnifique. Les illustrations sont très bien reproduites. Encore une fois, l'impression est de haute qualité. Fantagraphics a fait un boulot admirable. Petit bémol quand même, sur le rabat de la jaquette du volume 2, je n'ai pas celle du premier volume, je ne peux donc pas vérifier dessus. Il est fait mention d'un volume 3, annoncé pour 2002. Et malgré plusieurs recherches sur internet, il n'est fait mention nulle part d'un 3e volume d'Opus chez Fantagraphics, ou même chez un autre éditeur. Cependant, dans le volume 1, Barry Windsor Smith montre les prototypes d'un magazine Opus qu'il avait élaboré à la manière de son storyteller, et qui devait sortir tous les 2 ou 3 mois. Dans une interview qu'il donne à l'occasion de la sortie de ce premier livre, il évoque bien le projet d'une série de plusieurs livres Opus. J'ai reçu quelques lettres de compliments sur les illustrations et mon design du livre. C'était attendu, je crois. Les Opus 1 à 5 vont toujours donner l'impression qu'il s'agit, vous voyez, de livres d'art. Malgré cette promesse d'une série de 5 livres, et même d'une annonce éditoriale sur le rabat de la jaquette du 2e volume d'un 3e opus, je constate malheureusement que 23 ans plus tard, nous n'avons que ces 2 ouvrages sous les yeux. Mais qu'en est-il de leur contenu? Tout d'abord, je le répète, les illustrations sont un régal pour les yeux. Si on aime le travail de Barry Windsor Smith, c'est magique. Certains dessins sont totalement inédits et nous plongent dans le processus créatif de l'artiste. On voit les crayonnés, les croquis préparatoires, des photos, y compris des clichés de référence où Barry se met lui-même en scène. Bref, c'est une mine d'or pour tous les amateurs de beaux dessins. Et si on se laisse éblouir par la beauté de ces images, on peut vite passer à côté des textes, voire même volontairement faire l'impasse dessus. D'ailleurs, Barry le dit lui-même. J'ai des piles de livres d'art dont je n'ai probablement jamais lu le texte. Albrecht Dürer, par exemple. J'adore les dessins de Dürer, mais je n'ai pas vraiment envie de connaître sa vie ou son époque. Et j'avoue, moi-même, j'ai été rebuté par tous ces gros pavés chapitrés. Je voulais m'attarder sur les images, éventuellement lire les descriptions ou les annotations pour connaître leur contexte ou une éventuelle anecdote sur leur création, mais j'ai quand même fait l'effort, par curiosité, pour voir si j'allais apprendre quelques anecdotes croustillantes sur le business des comics ou sur certaines stars de Marvel ou DC Comics.
Eh bien non. Les interviews du Comics Journal, notamment, sont plus riches en informations de ce calibre. Les textes des 2 volumes d'Opus ont été rédigés par Barry Windsor Smith, et son intention de départ était claire. Mon but principal, c'est de partager mes expériences personnelles avec d'autres personnes, qui pourraient en tirer ou pas quelque chose. Je raconte l'histoire de ma vie ici. Ce n'est pas seulement quelques événements dingues qui remontent à 1973. L'événement, ou les événements qui se sont déroulés en 1973, sont au cœur de ces 2 opus. Je vais remettre les choses dans leur contexte avant cela, si vous voulez bien. Barry parle beaucoup de spiritualité, de philosophie, empruntant parfois un chemin mi-New Age, mi-paranormal. S'il y a des zététiciens dans le public, veuillez évacuer la salle s'il vous plaît pour votre propre sécurité. Entre autres, il cite les travaux de Stephen Hawking, il parle de physique quantique, d'expériences de mort imminente avec les bouquins du Dr Raymond Moody, des capacités insoupçonnées du cerveau humain, du film Altered States avec William Hurt, de la neuroscience et des effets du LSD sur la conscience, et des ouvrages sur les ovnis et les expériences d'enlèvement par des êtres d'un autre monde, en citant John E. Mack, Whitley Strieber, Betty et Barney Hill, J. Allen Hynek. Bref, cela fait le lien avec son observation d'un objet dans le ciel, décrite dans l'histoire UFO POV qui sort en 2000. Mais si vous avez gardé en tête la date de cet événement, 1966, ce n'est pas de cette expérience dont il fait allusion quand il parle des événements dingues qui remontent à 1973. Barry les décrit longuement dans le premier volume et tente de les expliquer en utilisant les références puisées dans ses lectures et ses expériences de vie, dans le second volume. En voici un résumé concis, en préambule du second volume justement. Les événements. Pendant 2 jours au début du mois de juin 1973, Barry Windsor Smith a vécu 2 expériences de précognition. Les visions d'origine ont eu lieu pendant 2 jours consécutifs à Londres en mai 1970. Les incidents, vécus pour la première fois à Londres, furent perçus comme des rêves éveillés par l'auteur et oubliés avec le temps. Le premier incident impliquait une conversation entre Charlie et Carol, voir le chapitre Levis Incident, qu'il ne devait rencontrer pour la première fois que 3 ans plus tard. Le second incident était une vue du croisement entre la 26e rue et Lexington Avenue depuis la fenêtre de l'appartement de Charlie, le chapitre Traffic Jam. Le 3e jour, en 1973, l'artiste vécut une expérience de sortie extracorporelle d'une intensité stupéfiante. Dans un environnement multidimensionnel, l'artiste de 23 ans subit une succession de ce qu'il a appelé les vagues du temps sans fin. Des immenses vagues d'énergie d'un noir profond impossible contenant toute l'essence de la connaissance et toute l'expérience des dimensions infinies du temps, projetées depuis une source inconnue par-delà l'univers. Windsor Smith a lutté pour comprendre et accepter ce qu'il a cru être un procès, une épreuve cosmique d'une grande et profonde signification. Mais il a échoué à cette épreuve de courage. Ses peurs, ses failles, son humanité ont sapé une tentative de transformation extraordinaire qui nécessitait une foi transcendante qu'il ne possédait pas. Barry Windsor Smith a subi ces événements bizarres pendant une période de 16 heures. Il en est ressorti comme un être humain changé. Cet événement paranormal, qu'on le croit ou non, l'a profondément bouleversé, l'a transcendé selon ses dires. Et le fait qu'il y consacre le cœur de ses écrits dans les 2 volumes d'Opus prouve que cela fut un tournant dans son existence et que cela l'obsède encore. Pourtant, ce n'est pas le seul moment fort vécu pendant cette année 1973. Et là encore, Barry se confie dans Opus. Il avoue commencer à boire et entretient une relation particulière avec l'alcool qui neutralise son tourment psychique. Pendant cette période, j'ai découvert par inadvertance que l'alcool pouvait supprimer l'activité psychique. Pour certaines personnes, l'alcool leur donne une humeur joyeuse. Pour d'autres, c'est une toxine déprimante. 6 ans plus tard, il admet être devenu totalement alcoolique. Dès 1979, j'étais alcoolique dépendant. Mais puisque j'arrivais à travailler et à avoir une vie, j'étais ce qu'on appelle un alcoolique fonctionnel. Incapable de se confier sur ses tourments, de partager cette expérience métaphysique avec sa petite amie de l'époque, Carol, cette dernière finit par le quitter. Carol n'avait aucune idée de ce que je traversais, et j'avais désespérément envie de me confier à elle. Nous nous connaissions seulement depuis quelques mois, et je n'étais pas sûr de savoir comment elle réagirait face à mes histoires de rencontres avec... Plus tard dans la soirée, j'ai appelé Carol pour m'excuser de ma folie. Elle était silencieuse, distante. Après plusieurs appels pendant ces nuits étouffantes de la mi-juillet, j'ai même tenté de bredouiller quelques explications. Mais ces appels, dont j'étais toujours à l'initiative, étaient de plus en plus maladroits et entrecoupés de silences de plus en plus longs. Quelques semaines plus tard, elle m'a annoncé qu'un ex-petit ami de son lycée dans le Rhode Island avait emménagé à New York. « Il m'apprécie », a-t-elle dit. Je me suis tu.
Beaucoup. Évidemment, il faudrait manquer d'empathie pour ne pas constater à quel point cet enchaînement d'événements a traumatisé psychologiquement le pauvre Barry. Mais cela a eu également des répercussions énormes sur son destin artistique. Et oui, car 1973, c'est l'année où Barry va sortir Conan Red Nails, une histoire sur laquelle il change radicalement son style de dessin, alors encore sous émulation de Jack Kirby, pour forger son propre graphisme qui va le rendre célèbre. En essayant de reprendre mes habitudes de travail, j'ai retrouvé les pages de l'histoire des Clous Rouges de Robert E. Howard que j'avais laissé éparpillées sur mon bureau le dimanche précédent. C'était à ce moment-là que je me rappelle précisément avoir expérimenté les vagues infinies pour la première fois. Le premier chapitre de Conan Red Nails amorce un changement de style, malgré un ancrage encore classique. Il avoue que les 2 dernières pages de ce chapitre ont été ancrées par un autre artiste. Il y avait une deadline pour le premier chapitre des Clous Rouges, mais je l'ai totalement oublié. Quand le chef de production chez Marvel a appelé pour se plaindre que les 21 premières pages étaient attendues, je me suis remis au travail et j'ai vraiment essayé de toutes mes forces pour faire comme si rien ne s'était passé. Mais je ne pouvais pas rattraper le travail. Et pour la première fois en 6 ans de carrière, j'ai été battu par une deadline. J'ai rendu le travail incomplet, les pages 20 et 21 ont été finies à l'ancrage par une autre main. Parfois on me demande pourquoi mon style d'ancrage sur les Clous Rouges a changé autant sur cette histoire de 60 pages. Naturellement, j'ai toujours menti. Ou plaisanté. Le second chapitre montre clairement une cassure dans votre style d'ancrage, passant de lignes tracées délicatement vers une approche plus contrastée, plus pointilliste. Est-ce que c'était une expérimentation ou une contrainte due à la deadline ? Deadline ? Il y avait une deadline ? Qu'est-ce que vous voulez dire par pointilliste ? Est-ce que je vais bien ? Où sont mes médicaments ? C'est aussi l'année où il quitte Marvel pour devenir artiste indépendant. J'ai continué à batailler tout au long de l'adaptation des Clous Rouges, mais ma discipline avait été abîmée et je n'avais plus aucune notion du temps ordinaire, sans parler des contraintes comme cette deadline. Malgré tout, que l'on soit sceptique en pensant que c'est le surmenage, une rupture amoureuse ou l'alcool, ou même la combinaison des trois, qui l'ont transformé, ou bien mystique, en admettant que cette rencontre extraordinaire, cette expérience psychique ou métaphysique, l'a vraiment chamboulé et lui a fait prendre conscience pendant ces quelques jours de force qui dépasse le commun des mortels, on ne peut que constater que l'année 1973 fut une année charnière dans sa carrière, dans son statut d'artiste. C'est l'année qui transforme Barry Smith en Barry Windsor Smith. C'est l'année qui le transforme en légende des comics. Après plus de 15 ans sans nouvelle publication, la dernière étant The Freebooters Collection, sortie en 2005, et qui contenait un dernier chapitre inédit, je ne compte donc pas les différentes rééditions de ses œuvres, Fantagraphics balance un album, que dis-je, un pavé de plus de 350 pages. Autant dire que même à 70 ans, le bonhomme n'a pas perdu la main pour délivrer un récit de souffrance, autant physique que morale, qui aurait pu faire un incroyable roman, mais qui se révèle être une monumentale claque graphique. Toujours dans le giron de Fantagraphics, après Ad Astra in Africa, les 2 volumes d'opus et Young Gods and Friends, Barry Windsor Smith sort en 2005 la 2e compilation d'histoires tirée de son magazine annulé Storyteller, The Freebooters Compilation. Tout comme Young Gods and Friends, Barry guérit sa frustration de n'avoir pu donner une conclusion satisfaisante aux histoires de Storyteller en dessinant un ultime chapitre à ses Freebooters, ainsi que plus d'une 20aine de pages restées inédites depuis l'arrêt de la série. Les 2 compilations, Young Gods and Friends et Freebooters, ont d'ailleurs été éditées en français chez Comics Initiative en août 2023. Le 25 juillet 2008, au Comic-Con de San Diego, dans le cadre des Eisner Awards, l'équivalent des Oscars pour les comics, les mangas et la BD en général, il fait son entrée dans le confidentiel mais néanmoins prestigieux Hall of Fame de l'industrie des comics. Ne pouvant être présent pour la cérémonie de remise des prix, il est représenté par son ami et patron de Fantagraphics, Gary Gross. Il lui confie son discours de remerciement, dont je vais vous lire un passage qui décrit à la fois sa passion pour la fabrication des comics et son combat pour une vraie considération du statut d'auteur dans l'industrie des comics. Conan le Barbare, les Freebooters, Weapon X, Archer and Armstrong, et parfois des personnages plus traditionnels comme les X-Men et Daredevil, m'ont permis de m'exprimer d'une manière personnelle, rarement adoptée par les conventions de la grande industrie des comics, où les disciplines et les rigueurs de l'écriture, du crayonnage, de l'ancrage et de la colorisation sont confiées à de nombreuses équipes chargées de livrer des produits mois après mois. Dans les années 1970, on me demandait constamment quand je ferais un nouveau Conan. Au cours de ces dernières années, je reçois des emails m'implorant de revenir chez Archer and Armstrong. Ma réponse courte est quand les cochons s'envolent vers la lune et rentrent chez eux sains et saufs. En français, quand les poules auront des dents.
Mais à ceux qui veulent vraiment savoir, je dis que le contrat standard des grandes entreprises, intitulé trompeusement Work for Hire, est un instrument légal, mais contraire à l'éthique, conçu pour violer et piller les jeunes talents de toutes les prérogatives possibles qu'ils posséderaient s'ils avaient eu la chance de travailler pour des éditeurs plus scrupuleux et moralement investis. En 2010, sur son site internet, Barry publie un essai sur le projet de réforme de l'assurance médicale porté par le président des États-Unis de l'époque, Barack Obama. Dans cette lettre ouverte intitulée Barack Obama and Healthcare Reform, Barry Windsor Smith compare le système de soins des US, sa patrie d'adoption, et celui de l'Angleterre, où il est né et a passé les 20 premières années de sa vie. Pour résumer, le système anglais est semblable à celui de la France, avec un remboursement des soins de santé, comme notre sécurité sociale, alors que le système de santé américain, du moins jusqu'à 2010, n'est accessible qu'à ceux qui ont les moyens ou qui ont une bonne assurance maladie. De fait, en Angleterre et en France, les soins, même coûteux, restent accessibles aux plus modestes, alors qu'aux USA, les assurances médicales sont quasiment obligatoires pour être bien soignées. Il prend part au débat qui oppose alors le camp démocrate, parti du président Obama, et les républicains, en supportant ouvertement le projet de réforme de la santé US. Pour illustrer son propos, il raconte sa propre expérience du système de santé américain, peu après son immigration aux USA en 1971. J'ai émigré aux États-Unis d'Amérique en mars 1971. Comme presque tous les jeunes, les pensées de mort et de maladie étaient les choses les plus éloignées de mon esprit. Néanmoins, après avoir passé mes 21 premières années en Angleterre, où les soins de santé sont fournis à tous, gratuitement ou à faible coût, je n'ai pas réfléchi à la nécessité d'une assurance maladie personnelle aux États-Unis. J'ai compris que je devais désormais payer pour des visites chez un médecin ou un dentiste, mais c'était de toute façon courant et abordable. Malgré mon état de santé et ma vigueur apparent, au cours de l'été 1975, je me suis inquiété lorsqu'une bosse est apparue sur le côté gauche de mon cou. Mon médecin m'a prescrit quelque chose et m'a fait revenir chez lui au bout de 2 semaines. La bosse avait grossi et commençait à faire mal. Il est devenu méfiant et a suggéré que je pourrais avoir un problème avec mon système lymphatique. Il voulait que je fasse une biopsie de ce qu'il appelait maintenant un ganglion. Il a appelé un chirurgien et m'a fixé rendez-vous quelques jours plus tard. Il s'agissait d'une simple procédure ambulatoire ne durant pas plus d'1 heure, mais je n'avais jamais subi d'intervention chirurgicale auparavant, et cette pensée me donnait les mains moites. Après avoir rempli un questionnaire préopératoire standard au cabinet du chirurgien, la réceptionniste s'est rendue compte que je n'avais aucune assurance. Elle m'a posé des questions à ce sujet et j'ai dit que j'avais apporté mon chéquier. Le formulaire en main, elle quitta la pièce, probablement pour parler au chirurgien. Elle est revenue pour dire que le médecin ne me verrait pas. J'ai été stupéfait lorsqu'elle m'a dit sans détour de quitter le bureau. Alors que je retournais à mon appartement, mon anxiété face à l'opération semblait ironique. Maintenant, ma plus grande crainte était de ne pas me faire opérer du tout. C'est ainsi que cela peut se passer dans un pays qui n'offre pas de soins de santé publique à ses citoyens. Mon médecin était furieux lorsque je lui ai annoncé le désistement du chirurgien. Il pensait que l'hypertrophie des ganglions lymphatiques pouvait signifier une maladie grave et que sans assurance, je ne pourrais probablement pas obtenir de traitement adéquat aux États-Unis. Il était un peu anglophile et savait qu'en Angleterre, je pouvais, si nécessaire, bénéficier de soins médicaux gratuits grâce au NHS. « Rentre chez toi », dit-il. De retour en Angleterre, fin octobre 1975, j'ai été orienté par le docteur Earlham vers l'hôpital de Londres à Whitechapel. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré un chirurgien consultant, le docteur Hopstone, qui a recommandé l'ablation et la biopsie du ganglion. Cela a été réalisé sans délai et, en 1 semaine, on m'a diagnostiqué un lymphome malin. Cancer. Ensuite, j'ai été confié aux soins du docteur Valentine, qui m'a soigné pendant 26 jours avec de la radiothérapie de tout le corps, puis un suivi long et ardu avec des tests, des médicaments, des stéroïdes et des transfusions sanguines. Certains jours, lorsque je me plaignais de ne plus pouvoir suivre ce régime débilitant, il me conseillait sagement que si je quittais le programme, je mourrais probablement dans l'année à l'âge de 25 ans. Je n'ai pas été facturé pour la chirurgie ou la biopsie du ganglion lymphatique. Je n'ai pas non plus été facturé pour les radiations, 3 mois de tests, de transfusions, de médicaments ou d'autres thérapies. À part moi, personne n'a profité de ma maladie ou de sa guérison. Après mon retour aux États-Unis en mars 1976, mon médecin new-yorkais, Bertram Newman, a examiné la lettre de libération du docteur Hopstone qui détaillait l'intégralité du traitement que j'avais reçu à l'hôpital de Londres. Il a fait remarquer que j'avais reçu un traitement d'une valeur de près de 100 000 $, gracieuseté du NHS. « Cela ne pourrait jamais arriver ici », a-t-il déclaré. « Je ne suis qu'une seule voix, mais je ne suis pas le seul. Dans l'Amérique idéale, toutes les opinions seront entendues. Je soutiens le président Barack Obama dans sa campagne courageuse visant à réformer le système de santé américain. » Même si Barry semble dire qu'il n'a pas cette conscience sociale, cette expérience a certainement imprégné une partie de son œuvre.
Vous inquiétez-vous de la façon dont l'arrogance scientifique affecte la société? Non, je ne suis pas si socialement conscient. Le fait est que j'écrivais Monsters au cours de la même période où je créais Weaponix. Il arrive souvent que des idées ou des images d'un projet migrent vers un autre. Le professeur et Oscar Friedrich ont par exemple eu la main gauche coupée. Miss Hines et Janet Bailey sont toutes deux des femmes fortes, mais par ailleurs en détresse, qui ne veulent que le meilleur, mais sont durement traitées. Pourtant, la souffrance physique, un corps médical américain plus occupé par le financement des soins que par le soin lui-même, tout cela éclaire d'un jour nouveau une œuvre comme Weaponix, qui parle de scientifiques américains qui font subir des tortures physiques à des êtres humains dans un but utilitaire, militaire ou commercial. Ce thème va être le cœur de son récit Monsters. On peut noter que depuis 2005, Barry Windsor Smith n'a plus rien sorti de nouveau. En 2019, il fête ses 70 ans et ses 50 ans de carrière. Et même s'il reste une légende des comics, une si longue période d'invisibilité peut laisser penser que le bonhomme a pris une retraite bien méritée. Mais comme il l'a déjà fait par le passé, il débarque de nulle part avec un projet d'un bouquin de 250 pages dont il dévoile quelques cases au site cbr.com. Oui, j'ai dit 250 pages, car dans cette news de 2019 qui annonçait la sortie de Monsters pour 2020, le bouquin était déjà plutôt conséquent. Mais 2020 fut l'année du bon gros virus et du bon gros confinement. Je ne sais pas si c'est la cause du retard dans la sortie du livre, mais il est finalement publié en 2021 chez Fantagraphics, gonflé d'une centaine de pages supplémentaires. L'année suivante, en 2022, il finit par rafler plusieurs récompenses, dont 3 Eisner Awards, meilleur album dessiné, meilleur artiste auteur et meilleur lettrage, ainsi que le prix Comics de la critique ABCD 2022, décerné par l'Association des critiques de bande dessinée en France. Mais de quoi sont faits ces monstres? Comme tous les grands récits, l'histoire de Monstres est à la fois simple, mais aussi riche et complexe. Le personnage central du récit s'appelle Bobby Bailey. Nous allons suivre sa vie de souffrance, d'abord battu et atrocement défiguré par un père traumatisé par ses combats pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il va perdre toute sa famille dans une scène d'une incroyable violence. Et Bobby n'a même pas 10 ans. Plusieurs années plus tard, il se présente au bureau de recrutement de l'armée et tente de s'engager. Mais ayant perdu un œil sous les coups de son père, il est jugé inapte. Cependant, le recruteur, le sergent McFarland, prend pitié de lui et le dirige vers un autre service de recrutement, celui du projet Prométhée. Malheureusement pour Bobby Bailey, c'est le début d'une seconde descente aux enfers aux mains des scientifiques et des militaires qui vont briser son corps et son esprit pour le transformer en une créature à mi-chemin entre Hulk et le monstre de Frankenstein. Rongé par le remords d'avoir laissé ce jeune homme aux mains de ses tortionnaires et assailli par des visions de son calvaire, McFarland, le recruteur, décide de le libérer. La fuite se terminera dans la maison familiale de Bobby Bailey, revivant les souvenirs tragiques qui hantent encore le lieu, encerclé par les militaires prêts à tout pour stopper la créature et faire disparaître toute trace de son existence aux yeux du grand public. Cependant, Windsor Smith tisse des trames en arborescence, explore plusieurs temporalités, partant de la vie de Bobby Bailey et raconte les histoires des autres personnages du récit, s'éloignant parfois longuement du récit principal, notamment tout le passage concernant la mère de Bobby, en s'attardant sur des détails dont on ne discerne pas tout de suite le lien avec l'intrigue principale. J'avoue que j'ai parfois été agacé pendant ces passages, impatient de savoir ce que Bobby allait devenir. J'avais l'impression que Barry Windsor Smith délayait son intrigue, faisait du remplissage. Mais toutes ces sous-intrigues finissent par se justifier. Les différentes pièces du puzzle se mettent en place. Le récit prend alors tout son sens. Windsor Smith, comme à son habitude, se met au niveau de ses personnages, nous fait ressentir leurs émotions, même les pires. Et les monstres, puisqu'ils sont plusieurs, ne le sont pas à cause de leur difformité physique, mais par leurs actes, leur violence. Pourtant, Barry Windsor Smith nous dévoile l'humanité derrière ces monstres, leurs faiblesses, leurs failles, leurs peurs. Et même s'ils sont indéfendables, on finit par les comprendre et avoir de la pitié, de la compassion pour eux, sauf pour le docteur nazi. Je hais ces gars-là. Je vous présente ici l'édition française, sortie chez Delcourt dans leur collection Outsider, qui est a priori similaire à la version originale sortie chez Fantagraphics. Un gros pavé relié de 350 pages en noir et blanc, pas de fioritures, la BD, uniquement la BD. Quelques lignes pour résumer la carrière de l'auteur et un dos de couverture qui, en 2 paragraphes, nous fait l'amorce du récit et nous décrit rapidement la genèse du projet Monstre. On peut y lire que cet énorme travail lui a pris 35 ans. En 1984, au moment de son retour à Marvel avec la mini-série Machine Man, Barry propose une histoire de Hulk au bureau éditorial de l'éditeur de comics. L'histoire est refusée car jugée trop sombre. Cela peut sembler injuste
car la Marvel avait déjà amorcé son évolution vers des comics plus matures, notamment avec God Loves, Man Kills, ou le magazine Epic Illustrated. Et depuis les années 70, le Comics Code Authority, qui régulait le contenu pour les publications destinées à la jeunesse, s'était énormément assoupli. Intitulé Thanksgiving, il avait résumé l'histoire ainsi. L'intrigue est centrée sur l'enfance de Bruce Banner. Hulk revit une journée particulièrement pénible de son passé. C'est l'histoire de l'enfance de Banner, dans une Amérique de la middle class ouvrière. Dans une tradition fantastique et maniérée, façon Twilight Zone, Hulk, en entrant dans une maison abandonnée pour se réfugier contre une attaque militaire imminente, revit les derniers jours dans la maison de son enfance. Le jour de Thanksgiving 1950 était le jour où son père, Tom Banner, vétéran tout juste rentré et rendu aigri par la Deuxième Guerre mondiale, s'en prend violemment à sa famille pour la dernière fois. Utilisant cette enfance maltraitée et inconsolable comme tremplin pour les attitudes antisociales et violentes du Bruce Banner des temps modernes, l'histoire explore les dommages causés par une parentalité mal adaptée et les effets de la Seconde Guerre mondiale sur le cœur et l'esprit du vétéran Tom Banner. Bruce Banner, un enfant de 11 ans en 1950, est représenté en Hulk adulte de 2,20 m tout au long de ce récit fantasmé. L'histoire s'appelle Thanksgiving et détaille les tensions que subit la maison Banner lorsqu'il devient évident que le dîner de famille, devant rassembler 8 personnes, s'effondre alors que un par un, les frères, sœurs et beaux-parents annulent la visite sous de faux prétextes. La vérité est que Tom Banner a aliéné sa famille avec son tempérament explosif et belliqueux. Ce traumatisme familial ancien, cette famille brisée par un père violent, devient le baril de poudre qui, une fois touché par l'étincelle que constitue son irradiation au rayon gamma, fait exploser toute la colère enfouie au fond de Bruce Banner qui le transforme en monstre vert incontrôlable. Ce thème est repris tel quel par Bill Mantlo dans le scénario de Incredible Hulk 312 d'octobre 1985. De là à dire qu'il y a eu plagiat... Et c'est même l'intrigue en filigrane du film Hulk de Ang Lee, sorti en 2003, dont la séquence d'ouverture présente à nouveau un père abusif, à l'origine de la colère réprimée de Bruce Banner, et aussi responsable de sa transformation. Mais Barry a persisté, et a remodelé et amplifié son récit pour enlever toute référence au géant vert, même si on peut encore discerner l'esquisse de cette histoire de Hulk dans Monstre, avec le destin de Bobby Bailey. Et malgré ses 35 ans de fabrication, l'histoire valait bien le coup d'attendre. D'ailleurs, qui sait si Barry Windsor Smith ne cache pas dans ses tiroirs encore quelques histoires incroyables prêtes à sortir. En lisant l'annonce de Monsters en 2019 sur le site cbr.com, il y est fait mention d'une histoire que Barry était en train de préparer pour DC Comics sur Superman, intitulée An Evening with Superman, et qui était planifiée pour 1999. Et cette histoire n'est jamais sortie. En faisant des recherches au sujet de ce projet, je suis retombé sur le site personnel de l'auteur, dans lequel il y avait la retranscription d'une interview donnée en 1999 justement, au journal Sub Media numéro 1. Barry Windsor Smith montre les planches à la journaliste lui expliquant que « Cela fait environ 1 an que ça prend la poussière. Alors je n'arrêtais pas de dire « Écoutez, je suis prêt et je continue sur ce truc ». Et ils disent « Donnez-nous juste un peu de temps pour conclure le contrat ». Puis ils se sont mis en tête que je travaillais sur l'histoire en coulisses avant la conclusion du contrat. Et ils avaient raison. J'étais angoissé de ne pas travailler. J'étais plein d'inspiration. Et ils m'ont dit « Non, n'y travaillez pas ». 7 mois plus tard, il y a un contrat. 7 mois. À ce moment-là, mon énergie s'était dissipée. Et mon esprit avait implosé. Parler de paperasse, je n'ai jamais rien vécu de tel. Là encore, l'approche réaliste, humaniste de Windsor Smith n'est pas vraiment appréciée par les exécutifs de DC ou Marvel, surtout lorsqu'il s'agit de super-héros qui sont devenus au fil du temps des marques, des produits quasiment industriels, reproductibles en masse. Chaque choix éditorial, chaque description de personnage, chaque ligne de dialogue est sous-pesée, contrôlée par tout un comité éditorial. Et au final, si ça ne rentre pas dans les codes du personnage, l'histoire est au mieux sujette à modification ou au pire rejetée. Et d'ailleurs, cette histoire de Hulk qui a servi de base à Monstre n'a pas été refusée qu'une fois en 1984. Barry l'a reproposé à Marvel en 1996, à la nouvelle éditrice du titre, Bobby Chase, mais à la condition qu'il change le mot « Goddam » dans ses dialogues. Encore une fois, il lui a fallu choisir entre l'argent de Marvel et son intégrité artistique. Et là encore, les raisons de son entêtement à produire l'œuvre qu'il a en tête sont peut-être plus profondes qu'il n'y paraît. Donc, d'une manière ou d'une autre, je voulais donner un peu de gravité à Hulk, un personnage typique de Kirby pour lequel mon jeune frère, un enfant atteint de trisomie, avait une affection particulière. Je m'étais toujours demandé pourquoi mon frère était si attiré par Hulk,
plus que par Thor ou La Chose par exemple. Qu'est-ce qui l'attirait autant dans Hulk? J'ai créé l'histoire d'origine de Hulk en pensant à mon jeune frère. À l'origine, j'avais pris la décision de lui dédier la bande dessinée Marvel prévue, ainsi qu'à Stan Lee et Jack Kirby, sur la deuxième ligne de dédicace. Malheureusement, mon frère est décédé depuis et il ne verra jamais le livre. Jack aussi est parti. Cela a commencé comme une histoire de 22 pages et Marvel n'a pas voulu la publier. Pour faire court, pour mettre autant de travail dans un projet aussi immense, j'aurais aimé qu'il ait un début plus pur. On peut comprendre que Barry Windsor Smith soit un peu amer envers les gros éditeurs de comics pour qui il a donné beaucoup et qui l'ont si peu encouragé à créer de nouvelles choses pour eux. Il a cependant réussi à creuser son propre sillon, malgré les difficultés rencontrées pour trouver son lectorat dans des œuvres plus personnelles. Monstre est là pour prouver que son statut de légende des comics n'est pas usurpé. Mais il s'agit probablement du dernier chef-d'œuvre du maître. Le 20 mai 2023, 5 jours avant son 73e anniversaire, Barry Windsor Smith est victime d'un AVC. Une artère s'est bouchée dans son cerveau. Il est transporté en urgence à l'hôpital et passe 8 jours en unité de soins intensifs. Après plusieurs semaines en rééducation, il est autorisé à sortir de l'hôpital pour se reposer à son domicile. J'espère de tout cœur qu'il va pouvoir se remettre et profiter d'une retraite paisible. Il le mérite sincèrement. J'ai été tellement emporté dans ce récit crépusculaire et tragique que j'ai voulu partager mon enthousiasme pour ce bouquin monumental. Et puis je me suis rendu compte que le travail, que dis-je, l'œuvre de Barry Windsor Smith me fascinait depuis des années. Dans cette longue vidéo, je vous ai présenté ces livres quasiment dans l'ordre où je les ai achetés. Ce ne sont pas forcément les éditions que je vous ai présentées. Par exemple, pour tout ce qui concerne les X-Men, j'avais les éditions Lug et Semic, les Special Strange, RCM et Top BD. Mais pour tout le reste, je les ai achetés tout au long de ma vie. Entre les Clous Rouges chez Haredi et les Monstres chez Delcourt, vous avez quasiment 35 ans de vie d'amateur et de collectionneur de BD. 35 ans, tiens, comme le temps que Monstre a pris à Barry Windsor Smith pour être achevé. Merci encore à tous ceux qui s'abonnent, qui commentent et qui likent mes vidéos, ça me touche vraiment. Ces vidéos me tiennent vraiment à cœur. Mon but étant de vous partager ma passion des bandes dessinées et des comics qui ont titillé mon imagination pendant toutes ces années. Et peut-être, pourquoi pas, vous donner envie de les lire. Par cet essai vidéo, je tenais non pas à lui rendre hommage, mais plutôt à le remercier pour la totalité de son œuvre et les heures de lecture et d'émerveillement qu'il m'a apporté pendant toutes ces années. Merci monsieur Barry Windsor Smith. Allez, à bientôt. Ciao Internet.